Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce dernier débat de la série sur les municipales 2020. Ce soir, nous terminons avec la ville des Abîmes, la plus grande commune du département avec plus de 53 000 habitants. Un territoire toujours scruté, on le sait, par les observateurs politiques. Claude Danican, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, dans cette ville, 4 listes sont en présence. Nous allons les présenter dans l'ordre d'affichage de la préfecture. D'abord, Daniel Diacoc, bonsoir. Vous conduisez la liste Combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs. Également avec nous sur le plateau, Francione Jacobé-Kouali, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez la liste des Abîmes en mouvement. Avec nous également Olivier Serval, le député de la première circonscription, qui conduit la liste Tous pour le changement, donc aux Abîmes. Et aussi avec nous... Bonsoir. Et avec nous également Alix Nabajot, et qui remplace dans ce débat la tête de liste, Éric Jalton, qui conduit la liste Abîmes, Cap Excellence, la force et l'amour. Ce soir, Claude... Bonsoir. Bonsoir, oui, je vous ai dit bonsoir. Ce soir, Claude, de nombreux thèmes seront évoqués. Des propositions dans l'aménagement des Abîmes en général et du centre-ville, mais aussi de la stratégie financière en passant par la place des Abîmes au sein de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Je précise avant ce débat que le temps de parole est identique pendant la durée donc de la confrontation pour l'ensemble des 4 candidats sur ce plateau, égalité de temps de parole, et aussi tirage au sort pour la motivation de chacun des candidats et aussi pour la conclusion à la fin de cette émission. Avant d'entamer cette confrontation, ces échanges sur le plateau, je vous propose quelques caractéristiques des Abîmes. C'est un reportage signé Eddie Golapcan et Daniel Kérin. Avec une population de 55 000 habitants, les Abîmes est la ville la plus peuplée de la Guadeloupe. Cependant, on note une décroissance démographique durant cette dernière décennie. Entre 2006 et 2017, le territoire a perdu plus de 6 000 résidents. Ville commerciale et résidentielle, l'essentiel de l'activité économique des Abîmes est lié à la présence sur son territoire de l'aéroport Guadeloupe Paul Caraïbe, mais aussi du centre commercial Millénis, de la zone de Dotéma. L'actuel CHU est aussi implanté entre les Abîmes et Pointe-à-Pitre avant d'accueillir d'ici 2023 le nouveau centre hospitalier à Perrin. Pour lancer le débat, Madame, Messieurs, vous allez donc nous préciser vos motivations. Le tirage au sort vous a désigné Monsieur Alix Nabajot. Sur vos motivations, vous écoute. Alors, nos motivations sont les suivantes. C'est faire plus fort, faire ensemble, voir plus grand, aller plus loin en continuant le changement des Abîmes vers l'excellence sur un socle de solidarité fondamentale. 1600 seniors reçus lors de la journée des seniors, le portage de repas, la téléassistance, lutter contre toutes les exclusions, continuer le changement opéré depuis 2008 par la poursuite de la transformation visible et palpable de la ville au cœur de l'agglomération Cap Excellence et amplifier l'essor et l'attractivité du territoire. Et nous sommes fondamentalement humanistes. Nous ne laisserons personne au bord du chemin. Notre ADN politique, solidarité, fraternité, amour, équité territoriale. Nous travaillerons à ne pas opposer les territoires, la zone rurale et le centre-bourg, poursuivre le changement par l'élan du concret autour d'un visionnaire enraciné afin que chaque Abîmien trouve sa place et son épanouissement dans la cité. Continuer à booster notre jeunesse en créant les conditions de sa réussite et, ma foi, l'enthousiasme que je rencontre dans les yeux et le sourire que les Abîmiens m'offrent pour traduire leur fierté retrouvée. Très bien. Alors, Daniel Diacoc, qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous vous engagez dans ce combat des municipales? Alors, moi, je suis candidate à ces élections avec mes 44 camarades de la liste pour faire entendre le camp des travailleurs. Parce que pour moi, dans le monde, il y a 2 camps. Celui des riches et celui des pauvres. Celui des capitalistes et celui des travailleurs. Et donc, nous sommes les seuls à remettre en cause la société capitaliste, la société de classe. Et tous les autres candidats représentent le camp des exploiteurs. Aucun d'entre eux n'ose remettre en cause le système capitaliste. Et donc, c'est pour dire tout cela, pour mettre en avant les problèmes des travailleurs, les problèmes qui se posent à eux au quotidien, que nous sommes présents à ces élections. Et nous tenons à, justement, bien marquer cette frontière qu'il y a entre ces 2 camps. Et pour nous, nous sommes des communistes révolutionnaires et nous devons maintenir le drapeau du communisme révolutionnaire. Nous devons justement continuer à défendre ces idées-là parce que la société capitaliste telle qu'elle est,
elle nous mène à notre perte. Et tout le monde le sait. Et si les travailleurs ne prennent pas les choses en main, on va à la catastrophe. Donc c'est pour développer toutes ces idées-là que je suis présente à ces élections et avec les travailleurs qui m'accompagnent sur la liste. Merci Madame Diacoq. Olivier Servat, alors vous pour vos motivations, pourquoi voulez-vous être maire des Abîmes? Bien parce qu'on doit retrouver l'identité abîmienne. Aujourd'hui, les Abîmes représentent 1/6 de la population. Partout où il y a des réussites, on devrait retrouver un Abîmien. Je pense au domaine sportif, ce n'est pas le cas pour les clubs, par exemple, de football ou bien de vélo ou d'autres. Et on doit aussi arrêter de pressuriser la population en termes d'imposition. En 2008, l'équipe sortante a augmenté la taxe foncière de 30% sans jamais la diminuer. Ça n'est pas normal, il faudra qu'on puisse la diminuer. Et puis, on doit arrêter cette fracture entre le bourg, les campagnes délaissées et le sud délaissé. On doit retrouver cette unité abîmienne avec une certaine cohérence. On doit aussi mettre en place du tourisme aux Abîmes. On peut faire du tourisme de santé. On a le cyclotron, on a le CHU en construction. Ce sont des personnes qui pourront venir se soigner à forte valeur ajoutée. Le tourisme aussi d'affaires. On a de Témar, on a Jarry. Pourquoi n'a-t-on pas d'hôtels dans cette zone? Et puis, on doit favoriser aussi le tourisme vert, parce que les Abîmes, je pense à Taronaba, je pense à la digue Fidelin, je pense à tous ces beaux espaces, aujourd'hui sont sous-estimés, sous-valorisés, et c'est un manque à gagner en termes de développement économique. Et enfin, on doit réellement s'occuper du chômage aux Abîmes. 10 000 chômeurs aux Abîmes. Et beaucoup trop de jeunes. Aujourd'hui, on doit réellement faire une politique de développement économique et non pas du coup par coup, sans perspective pour les jeunes. C'est pour cela que nous sommes candidats. Alors, Monsieur Francillon Jacobi-Kouali, vos motivations, pourquoi voulez-vous être maire des Abîmes? Nous visons à innover la pratique politique, à bousculer même cette pratique politique, et surtout à faire en sorte que la perception de la politique même soit évolue, qu'elle retrouve ses lettres de noblesse. Et je dirais surtout aussi chasser de la sphère politique tous les porteurs de pratiques de corruption, de dilapidation de l'argent public. On doit surtout créer les conditions pour qu'il y ait que tous les porteurs de projets puissent s'épanouir dans la commune. L'autorité municipale, pour nous, c'est l'autorité de proximité, je n'invente rien, mais doit créer les conditions pour servir réellement de trait d'union avec les autres collectivités, avec l'État, pourquoi pas même le système bancaire, pour faire en sorte qu'il y ait un réel développement permettant l'insertion et l'épanouissement des jeunes dans leur pays, dans leur commune. Alors, premier thème abordé ce soir, c'est le bilan de la mandature. Première question aussi à Alix Nabajot. Nous commençons avec vous, Monsieur Nabajot. Quel bilan faites-vous au nom de la majorité sortante? Parce que vous représentez ici, je le rappelle, Monsieur Jalton, qui est la tête de liste. Eh bien, tout simplement, à l'arrivée de l'équipe Jalton, en 2008, je n'en faisais pas partie, mais pour autant, j'ai suivi cette affaire de près. Un emprunt toxique, un déficit de 26 millions d'euros qu'il a fallu équilibrer. C'est vrai que la Chambre régionale des comptes nous a exigé d'augmenter les impôts de 30 points, ça vient d'être dit. Alors, nous avions effectivement, dans nos prévisions, comme objectif d'élargir l'assiette fiscale. Alors, il est vrai qu'en élargissant cette assiette fiscale, ça nous permettait de faire entrer des ressources nouvelles. Et donc, avec naturellement ce désengagement de l'État, les ressources, en tout cas les fonds que nous verse l'État se raréfient, et ça c'est dans tous les gouvernements respectifs. Donc il a fallu maintenir un taux raisonnable pour ne pas pénaliser les Abîmiens. Et donc nous avons trouvé une ville moribonde. Tous les signaux économiques étaient en berne. La ZAC de Providence était à l'arrêt. Aucun investisseur ne croyait au potentiel de la zone. Les zones d'activité économique n'étaient plus entretenues. Dès notre arrivée en 2008, nous avons redonné de l'espoir aux entrepreneurs en mettant en place une véritable stratégie de développement économique des Abîmes. La rénovation de la zone d'activité de Grand Camp Ouest, requalification des rues commerçantes du Rézé et du centre-ville. Parallèlement, la ville a soutenu les carnets de commandes des entreprises avec une très forte augmentation des investissements, a accompagné les jeunes porteurs de projets. Et nous avons bien sûr notre pôle fier qui joue toute sa part, la pôle fier qui est la formation, l'intégration, l'emploi et la resocialisation qui est quelque part la maison communale de l'emploi. Donc le monde de l'entreprise a retrouvé l'espoir
grâce au nouveau dynamisme que nous avons su insuffler. C'est ce qui explique qu'avec Cap Excellence, qui a également accompagné nos projets, la ville des Abîmes est devenue aujourd'hui une des villes les plus attractives et dynamiques. Ce qui explique que les plus grandes entreprises aujourd'hui se bousculent pour s'implanter aux Abîmes. Les créateurs d'entreprises aujourd'hui ont également choisi la ville des Abîmes pour l'implantation et la réalisation de leurs projets, comme en témoignent les dernières statistiques de l'INSEE sur la création d'entreprises en Guadeloupe. Nous avons développé la ville des Abîmes dans un esprit communautaire, sans chercher à concurrencer le développement économique des autres villes membres. Nous ne nous reposons pas pour autant sur nos lauriers. Et notre ambition est de continuer le changement. La ville avait un potentiel et c'est nous qui l'avons révélé. Une économie tournée vers le développement durable, l'écotourisme, le pôle santé et l'agroparc que je développerai tout à l'heure. Quelles sont les grandes ambitions pour notre ville, pour ce projet? Très bien, merci. Une réaction, Olivier Servas, sur le bilan? Vous partagez? Vous avez un avis contraire? Alors en réalité, déjà, les impôts n'ont pas augmenté de 30 points, mais de 5 points et de 30%, il faut être plus précis. Alors en fait, les impôts nous étranglent. Je l'ai dit, je le redis, et j'ai entendu hier que cette équipe sortante a pour ambition de ne pas baisser les impôts. C'est un scandale. C'est un scandale parce que je ne sais pas s'ils vivent les mêmes choses que nous, mais quand on paye des impôts, la taxe foncière, elle est insupportable aujourd'hui. On parle de revalorisation de l'assiette de la base fiscale. Mais ça s'est fait de façon aveugle, sourde. Par exemple, à Pointe-d'Or, il y a des zones inondables. Logiquement, il aurait fallu revoir ces valeurs de taxes foncières parce qu'il faut les baisser. Il y a des zones aussi qui subissent, par exemple, des nuisances telles que les décollages d'avions. On doit traiter cela de façon beaucoup plus précise que cela. La population des Abîmes a baissé de 5000 âmes en 5 ans, alors même que Bémao a augmenté sa population. Alors même que Petit-Bourg a augmenté sa population, Goyave, Morne-à-l'Eau, Vieux-Fort, c'est le vote avec les pieds. Vous savez, les gens, ils ne se sentent pas bien. Il n'y a pas de sécurité satisfaisante. Il n'y a pas de police municipale, par exemple, la nuit ou le week-end. On a à peu près le même nombre de policiers municipaux que Bémao, alors qu'on a beaucoup plus de population. On avait une brigade verte de police de l'environnement qui a été supprimée. Aujourd'hui, le sud des Abîmes est totalement délaissé. On me parle de rénovation urbaine de Rézé-Grand-Camp, mais il faut aller voir ce qui s'y passe à Rézé-Grand-Camp. Moi, quand je vais à Rézé, je vois une zone morte économiquement. Je vois des commerçants qui ont été mis à genoux par des travaux qui ont trop duré. Je pense à ce pharmacien qui est en difficulté. Je pense à cette zone-là, le long du canal, qui était tellement active. Il y avait une quarantaine d'entrepreneurs aujourd'hui. Il y en a 4, 5, 6. Quand je vais à Grand-Camp, mais c'est une désolation. La rénovation urbaine est en retard et nous perdons de l'argent. Nous perdrons de l'argent pour l'acte 2 de la rénovation. Aujourd'hui, on aurait déjà dû démolir et reconstruire les capitaines. Les commerçants de Grand-Camp, il faut aller leur parler. Nos sortants n'ont jamais concerté les commerçants. Ils ont commencé à faire travaux ici et là, des délais, 1 mois, 2 mois, 1 an. Après, il y a des chefs d'entreprise qui font faillite. On reprend un deuxième, puis un troisième à Grand-Camp aujourd'hui. Et en fait, les chefs d'entreprise ont été délaissés. Donc, on ne peut pas... Quant à Vieux-Bourg, on nous promet des choses sur Vieux-Bourg depuis 40 ans. Que nenni. Au final, l'équipe sortante a rendu la ville rikiki. Rikiki, de point de vue, je dirais, dans la place guadeloupéenne des Abîmes. Aujourd'hui, on est isolé. Nous avons un maire sortant, visiblement, qui ne daigne pas honorer le rendez-vous démocratique de la population pour pouvoir débattre. Il est plus à l'aise, j'imagine, derrière ses textos, WhatsApp, derrière son portable, ou bien dans son conseil municipal où il a le dernier mot. Mais quand il s'agit de venir débattre à armes égales, là, il n'y a plus personne. Je le regrette, mais enfin, la population abîmienne jugera. Donc aujourd'hui, le résultat abîmien est largement insatisfaisant. Les campagnes. Parlons des campagnes abîmiennes. Je constate que dans toutes les campagnes abîmiennes, en 15 ans, en 12 ans, quasiment, rien n'a bougé. Boivin, le réseau téléphonique est mauvais. Il n'y a pas de mairie annexe. Il n'y a pas de quoi retirer un billet de banque dans un distributeur. Il n'y a pas de poste annexe. Il n'y a pas de médecin à Boivin. Et je pourrais prendre ça dans toutes les campagnes. Aujourd'hui, nous nous engageons dans notre programme. Nous l'avons réellement travaillé, ce programme. On n'a pas juste jeté des idées sur une feuille. On a travaillé pendant 1 an. Nous sommes allés à la rencontre de la population. Nous avons travaillé pendant 1 an, par chaque semaine, pour
comprendre qu'il faut aujourd'hui, par exemple, sur Bois-Vin, mais sur toutes les zones, avoir un Bois-Vin service. Et on a déjà les financements, nous sommes déjà au travail, parce que dans quelques jours, la population, si elle le choisit, nous mettra en responsabilité. Eh bien, ce travail, ce Bois-Vin service, on a les financements, on a vu la préfecture, on a vu les services de l'État, et donc il s'agira de recréer du lien et de recréer finalement des bourgs avec les campagnes. Alors, sur une réaction sur le bilan? Le bilan, les chiffres sont quasiment tronqués. Si la base des chiffres ne sont pas les bons, forcément toute l'analyse, on pourrait supposer, est axée sur du fallacieux. Un exemple, je parle des chiffres, le compte administratif 2008, qui est terminé en tout cas avec un déficit de 2 800 000 euros en 2008. Je parle, c'est donc le maire étant déjà aux affaires. On a simplement fabriqué pour parvenir à ce déficit, avec le jeu des restes à réaliser, alors qu'en réalité il y avait un excédent. Donc fabriquer ce déficit de 2 800 000 euros, et aujourd'hui on me parle de déficit de 26 millions. Donc entre 2,8 millions et 26 millions, donc il y a un fossé, il y a un océan. Donc dès lors que les chiffres sur cette base sont tronqués, tout le reste ne va pas. Donc je me rappelle en 2009, où la Chambre régionale des comptes fait injonction au maire de voter, en tout cas qui avait voté son budget primitif 2009, avec un déficit, là encore, pour faire le jeu, pour justifier, c'est-à-dire la hausse des impôts, donc un BP, un budget primitif, avec 950 000 euros de déficit. Eh bien, la Chambre régionale des comptes a retoqué ce projet de budget, donc obligeant à le voter en équilibre. Et ensuite, donc, la suite, ça, on a vu, c'était forcément excédentaire. Mais rien ne justifiait. D'accord, si le jeu de 2008 était pour justifier son avènement, justifier un impôt, mais après que les chiffres sont là, qu'on arrête de pressuriser les gens. Et on continue indéfiniment, je dirais, c'est-à-dire à faire cela. Alors qu'en face, quand on me parle de développement économique, d'insertion, j'aurais bien aimé qu'on me dise où, sur quelle zone des abîmes, parce que même si le territoire est plus ou moins vaste, même s'il y a une démographie quand même certaine, mais nous connaissons parfaitement le territoire, qu'on me dise où ces jeunes exercent, s'expriment, c'est-à-dire économiquement, professionnellement en tout cas. Je ne sais pas, je ne vois pas. Pour les entreprises, c'est pareil. Et il n'y a aucune réflexion de mener sur ces questions pour faire en sorte que l'autorité municipale permette d'assouplir le fonctionnement, en tout cas des entreprises, permette leur émancipation, leur pérennité. Et c'est pour ça que nous proposons, d'ailleurs, c'est un cheminement, tout est lié, c'est un tout, c'est un système. La baisse de la taxe foncière, qui est un impôt qui est insensé, c'est pour moi, c'est donc du point de vue de la légitimité, insensé, et qui devrait permettre plus de circulation, de disponibilité financière chez les ménages. Et par voie de conséquence, c'est-à-dire irriguer la jeunesse, irriguer les projets, et la CFE aussi, la contribution foncière des entreprises, qu'on pourrait envisager de diminuer de manière conséquente pour favoriser... On passera tout à l'heure aux propositions. D'accord. Non, mais c'est du concret. C'est critique oui. Et parallèle tout de suite. Tout à fait. Madame Diacoque, alors vous avez écouté Monsieur Nabajot, les opposants, et vous, qu'en pensez-vous de tout ça? Quelle analyse faites-vous du bilan écoulé en... Non, vous savez, de toute façon, c'est le jeu. Hein. Chaque candidat va dire que tout ce qui a été fait n'est pas bon. Moi, ce que je constate, c'est que la ville des Abîmes, comme toutes les collectivités, est victime quand même de la diminution des dotations de l'État, parce qu'il faut quand même savoir que l'État prend l'argent dans la poche des travailleurs, parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises contre nous, et pour le verser dans les coffres du grand capital. Donc, automatiquement, tous les besoins ne sont pas satisfaits. Et c'est ce que les travailleurs disent lorsqu'on les rencontre lors des campagnes électorales. Il y a encore des problèmes qui restent à régler. Les gens, c'est sûr que... À quoi on aspire? Avoir un travail correctement payé, avoir un logement correct, qui ne soit pas insalubre. Et donc, il y a encore à faire, effectivement, au niveau de cette rénovation urbaine qui produit... Sous les compétences de la commune, de la ville des Abîmes, est-ce que vous avez des remarques par rapport à ce que disait tout à l'heure Alex Nabajot? C'est-à-dire que pour moi, de les compétences de l'État, sur les compétences de la commune. Les compétences de la commune. On a parlé du problème de la délinquance. C'est pas uniquement du fait qu'il n'y ait pas assez de policiers municipaux.
Bon, mais de façon générale, il y a une baisse du nombre de fonctionnaires. C'est la politique, que ce soit dans les communes. Alors, maintenant, la Chambre régionale des comptes demande à ce qu'on supprime des emplois. Et donc, maintenant, tous les maires sont retoqués parce que il faut supprimer des postes, il ne faut pas payer la prime de 40%, etc. Donc, sur la compétence de la mairie, bon, l'État est quand même garant de la sécurité des citoyens. Donc, il doit mettre aussi des policiers en nombre suffisant. Il y a d'autres besoins aussi à couvrir. Il n'y a pas que le problème de l'insécurité, le fait d'avoir à recruter plus de policiers. Le bilan pour vous, il est bon ou pas? Non, moi je ne suis pas là pour dire que le bilan il est bon, il n'est pas bon. Moi je regarde le bilan par rapport aux classes populaires. Vous allez quand même aux élections municipales, Madame Diacon. Oui, je suis aux élections municipales, mais je ne suis pas là pour... moi je suis là pour dire un certain nombre de choses et je suis là pour dire que de toute façon, dans ce bilan, il y a peut-être des choses qui sont bonnes, mais il y a des choses aussi qui méritent d'être revues. Et moi je vois qu'au niveau de la ville, il y a le problème de certains quartiers qui méritent vraiment d'être rénovés. Il y a des qui sont insalubres, la rénovation tarde à se mettre en place. Donc ça, c'est le constat. On va dans les rues, bon, c'est un gros problème. Donc il y a à rénover. Comment il y a donc à rénover selon vous. Mais de toute façon, il y a toujours à faire. Il y a beaucoup à faire. Oui. Et le gros problème, c'est l'argent. C'est l'argent. Où prend-on l'argent? C'est ça le problème. Et là, pour le moment, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours pressuriser les travailleurs pour mettre en œuvre... Merci, Mme Diacon. Alors, Alex Lamajotte, une réaction par rapport à ce que vous avez entendu Oui, écoutez, les gens sont dans leur posture à vouloir dire que rien n'a été fait sur le territoire et que nous n'avons rien fait. Écoutez, le centre-ville a pris toute sa part dans son développement. Il fallait effectivement mettre l'accent sur le développement du centre-ville. Donc, donner effectivement les moyens aux habitants du centre-ville et le projet Cœur de Ville qui vient justement amorcer cette politique qui va nous permettre quelque part de pouvoir investir, notamment sur l'aménagement de l'esplanade de l'Office du tourisme et de la Maison du tourisme qui ont pris part, grâce à ces financements, au projet Cœur de Ville. La piste d'athlétisme qui mérite effectivement d'avoir une réflexion, des 10 couloirs, ça sera pris en charge par les Cœurs de Ville. Les terrains de tennis qui étaient pratiquement là, fermés, qui n'étaient pas utilisés, ont été repris. Et aujourd'hui, nous avons une association de Gianni Mina, qui est un tennisman qu'on n'a plus à présenter et qui permet aux jeunes abîmiens de pouvoir s'exprimer. Et donc, la partie rurale n'a pas été oubliée. Et ça fait l'objet de projets qui figurent dans d'autres projets. On n'a pas attendu sur les autres pour nous dire comment orienter la politique. On a d'abord concentré l'aspect visible d'une commune, c'est avant tout le centre-ville. C'est là où il faut effectivement mettre l'accent. Il fallait rénover l'existant. Donc l'existant, c'est les infrastructures qui existent, qui sont visibles et qui étaient dans un état à l'abandon. La salle des fêtes qui était là, qui était fermée. 13 ans de mandature de M. Marsin, qui n'a pas jugé utile de rénover cet outil qui a connu de grandes manifestations où tous les Abîmiens y convergeaient, des manifestations culturelles et sportives. La MJC des Abîmes a pris toute sa part là-dedans. Tous les jeunes des quartiers des Abîmes ont connu cette infrastructure. Il y a eu la fédération même des MJC qui permettait des échanges entre les îles de Guadeloupe, de Martinique. Et donc, il fallait effectivement rénover cet existant, de redonner vie à ces infrastructures, ce que nous avons fait. Laissez-moi terminer, Monsieur Francillon. Vous avez toute la latitude de pouvoir vous exprimer. Laissez vous répondez tout de suite après. Il fallait effectivement rénover cet existant, redonner effectivement un visage au centre-bourg, de par toutes ces réalisations que nous avons rénovées et avec des financements d'État, alors que ça avait été dit que nous n'aurions pas trouvé des financements. Nous les avons trouvés, mais encore plus, c'est que nous arrivons à faire financer nos dossiers avec des fonds européens sans l'aide des personnes en charge de ces dossiers. Oui, vous savez, ma perception de la politique et du débat, ce n'est pas de baser mon analyse sur une fausseté. Je suis pour, parce que justement, on doit viser à redonner à la politique, c'est l'être de noblesse. Vous savez, là, je rappelle, parce que je suis obligé, ça devrait être le rôle de M. Servat, mais obligé de défendre M. Marsin, donc à l'époque,
je vous rappelle que le projet qui s'appelait le centre socio-culturel, ça ne s'appelle pas salle des fêtes. Quel projet? La salle des fêtes, à l'emplacement de la salle des fêtes. Oui. Le projet était quasiment abouti, le concours d'architecte, c'est-à-dire il manquait simplement le lancement du dossier de marché, de la ville consultation, et M. Morsier a perdu, naturellement, et ce dossier a été mis au placard. Conclusion, la ville a perdu 900 000 euros. Je pense qu'il y a la différence entre des intentions, et des dossiers et des réalisations. Qui réalise? C'est l'équipe d'Éric Jalton. Non, c'est du concret. La population se base sur les réalisations. Mais ça y est, la réalisation est à l'actif d'Éric Jalton. Ne me parlez pas de Marseille. 900 000 euros parce que l'architecte à la maîtrise d'œuvre, on a été obligé de la on régler. perd du temps palabre. Les réalisations sont à l'actif d'Éric Jalton. C'est ce qui est du concret. Monsieur. Palais de la culture, Félix Poteau. Ça, c'est clair. Vous pouvez changer. Je veux répondre. Il faut arrêter de faire de la littérature. On n'est pas à la fois avancer dans le débat. Non, mais allez-y. Bon, d'accord. Alors, je disais, c'est du précis, un projet qui coûtait 8 130 000 euros, avec seulement 750 000 euros de participation de la ville. Le projet étant abouti, la logique aurait voulu, c'est-à-dire, donc c'est une logique de bonne utilisation des fonds publics, de continuer de faire prospérer ce projet, quitte à éventuellement l'éponymie jouer avec, mais ne pas rompre le projet parce que n'étant pas le sien. Je précise qu'en 1994, ce même édifice, sa rénovation pour les cycles Hugo, a été confié aux frères du maire. Et c'est le frère du maire, derrière un concurrent, un confrère, qui a réalisé le centre actuel. Donc c'est une affaire, donc on peut même parler d'une sorte de concussion, délit de concussion. Donc lorsqu'on est frère, on n'a pas le droit d'avoir des travaux d'architecture sur le territoire. À vous entendre. Il y a eu l'intermède 95 de votre père d'ailleurs, et ça, il doit se retenir à sa tombe. Il s'est battu. Vous ne connaissez rien de la mandature de mon père. Laissez les gens qui étaient aux côtés de mon père en parler. Vous ne connaissez rien de ceux qui étaient. Je m'intéresse à ma commune. Je m'intéresse à ma commune. Et votre père a fait partie de la vie publique des Abîmes. Je dois nécessairement en faire référence. Alors, je disais, donc, c'est 94, le frère du maire, donc architecte, à qui était confié le projet. Ils ont perdu malheureusement. Intermède de 13 ans, et c'est lui, comme par enchantement, qui se retrouve, victorieux du concours, mais avec caché derrière un concurrent. Je dirais, s'il fallait poursuivre cette question, on pourrait parler de délit de concussion. Et donc, il en reste un aspect. Réalisation. Donc, conclusion, nous avons perdu, les contribuables ont perdu 900 000 euros dans l'affaire parce que l'architecte et le bureau d'études avaient travaillé. On a été obligé de payer pour rien. Et refaire repartir sur notre projet, l'actuel. Sur les projets, Olivier Servat. Eh bien voilà, en écoutant le représentant du maire, au passage, je m'interroge quand même sur l'absence répétée de ce maire sortant. Par exemple, incapable de répondre sur ça. Oui, par exemple, dans les manifestations officielles, 14 juillet, 11 novembre, personne. Par exemple, là, pour le débat démocratique, personne. Et je l'entends dire qu'il voit des anges qui vont venir bientôt sur Terre. Je l'entends dire que des Marie-Galantais sont des étrangers. Je m'interroge, j'aimerais bien voir le maire, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, pour voir comment ça va. Alors, voilà, tout a été dit par M. Nabajotte. Et j'ai écouté attentivement. Il a dit, ils sont contents, il fallait mettre l'accent sur le centre-ville. Et effectivement, il reconnaît là que les campagnes ont été délaissées. Et pour le centre-ville, il a cité 2 édifices, la salle des fêtes et la MJC. Mais ça n'est jamais une politique de construire des bâtiments. Et il a reconnu quand même avec les financements de l'État. Ça, c'est de la lucidité. Et ensuite... Sans votre aide. Bon, alors on pourra en débattre si vous voulez. Mais je suis sûr que, par exemple, Cœur de Ville, dont vous avez parlé, M. Nabajotte. Oui. Mais vous savez que c'est l'État qui finance Cœur de Ville. Oui, par le biais de Mme Alix Hugues-Beaufond, représentant d'Action Logement, qui nous a permis de bénéficier de ce dispositif. Poursuivez. Merci à vous, parce que je ne vais pas vous interrompre. Déjà, c'est plutôt le maire sortant avec un devrait avoir à faire. D'ailleurs, si vous voulez, M. Nabajotte, je m'interroge un petit peu sur votre... J'aurais pas aimé être à votre place ce soir. Moi, je suis complètement à l'aise. Je suis un élu sortant, adjointe au maire, habilité à venir défendre un bilan où je suis co-responsable, d'accord? Et la nouveauté, l'innovation dans l'équipe d'Éric Jalton, c'est qu'il n'y a pas de patron. Il y a une équipe. On est élu sur la base d'une équipe. Nous, il n'y a pas de patron chez nous. Tout le monde est patron. Tous les colistiers ici présents sont habilités à venir s'asseoir ici et de débattre sur les problématiques, sur les projets des Abîmes.
Voilà comment c'est. C'est ça l'innovation. C'est ça, Éric Jalton. C'est ça la force Allez-y, de l'action monsieur Servan. et de l'amour. Voilà, donc il m'a interrompu, j'allais dire, je n'ai pas à mettre à votre place, c'est pourquoi je me souviens, en 2016, après les élections régionales, vous m'avez invité chez vous, au Rézé, pour me dire, Pour Olivier, vous convaincre, pour vous raisonner, d'attendre votre temps. Ah non, mais j'assume. J'assume l'avoir reçu. Hein. Ne croyez pas que je vais me défiler. Je vous ai reçu parce que vous avez voulu me rencontrer pour me demander des conseils. Et vous ne les avez pas suivis. Vous pouvez réagir éventuellement. Laissez J'aimerais bien poursuivre, réagir aussi. Allez-y, monsieur Donc, Servan. je disais, M. Nabajot, souffrez d'entendre que en 2016, à Marie-Ange Cancel, alors souffrez que je vous dise qu'en 2016, après les élections régionales, où vous avez été méprisé par le maire sortant Jalton et Ça, c'est votre lecture. c'est vous qui m'avez dit, et par Non, le c'est candidat votre lecture. Victorin Allez-y, monsieur Lurel, Servan, allez-y, on va en finir. vous m'avez dit que très bientôt vous allez quitter cette équipe parce que vous ne vous sentez Monsieur pas. Servan, l'objet du débat, c'est les élections municipales. Je vous ai rencontré à votre demande pour vous prodiguer des conseils sur votre avenir politique et votre cheminement politique. C'était ça l'objet de la demande. Je peux dire deux mots. Donc revenons sur le débat municipal. Monsieur Je peux terminer. Monsieur Nabajot, monsieur Servan va Le débat terminer. C'est un débat, hein, Madame Diacoc. Hein, Calmez-vous, ouais, calmez-vous, M. Nabajot. Donc, je disais- Restons dans le cadre du débat. Non, c'est pas Non, mais ça. attendez, je n'ai pas terminé, Madame Diacoc. Bah Je oui, sais- mais vous aurez le le temps problème, de c'est parler que- tout à l'heure. Vous aurez le temps. Monsieur Madame- Servan Non, termine. mais Ensuite, on est en train de voir des passes d'armes. moi, oui, je non, non, trouve mais pas ce sont trop. des clarifications, c'est leur temps de madame. parole. Oui, mais c'est pas Ma- intéressant, Monsieur ça. Servan, C'est pas intéressant. Madame pas Diacoc, je sais bien que vous étiez sur la liste de M. Jalton entre 2008 Mais voilà. et 2014, Mais vous mais l'avez s'il vous dit plaît, hier, oui, j'étais sur la liste de Faut M. le Jalton de 2008 à 2014, suite à un accord entre mon organisation et Éric Jalton, qui, à l'époque, était Voilà. dans On va l'opposition fermer la parenthèse. du gouvernement Sarkozy. D'accord. Madame Diacoc, on va juste fermer la Donc, parenthèse. non, parce qu'il On va me l'a poursuivre. dit hier Il y a une sur passe d'armes RCI, donc entre je monsieur réponds. Nabajot et monsieur Je réponds. Servan. Comment Monsieur Servan, Il vous va l'avez falloir dit. être encore sur Canal+. j'aimerais effectivement. Et je vais revenir sur ça, puisque je Oui, n'ai vous pas avez terminé. le temps. Vous aurez le D'accord. même temps de parole que tout le monde, Madame Diacoc. D'accord. Monsieur Olivier Servan, allez-y. Voilà, donc si on peut avoir un débat serein entre gens civilisés. Donc, je disais, vous m'avez reçu chez vous, dans votre cuisine, je m'en souviens bien, en me disant vous allez quitter l'équipe Ma- dans mon bientôt. salon. Et puis, Précisez. Monsieur Nabajot, je vais vous dire, laissez-le terminer. non pas au Vous salon, parce qu'au interviendrez. salon, il y avait Dans mon votre salon. enfant. Mon C'est dans la cuisine. Bon, Dans peu mon importe. salon. Alors, je vais vous dire aussi, vous connaissez un monsieur qui s'appelle René Serge Nabajot. Ah non. Alors, je vais vous dire qui ce c'était. monsieur C'est quelqu'un qui a donné sa vie pour battre le jaltonisme. Et aujourd'hui, vous, je n'aurais pas à mettre à votre place. Vous Donc, répétez les propos de M. Marsin et vous confirmez en fait qu'il est votre mentor. C'est ce qu'il disait à chaque et donc, fois à je l'ancienne reviens école. sur votre question. Bon. Voilà. Sur le financement de l'État, Cœur de Ville, c'est l'État. Et c'est moi, avec d'autres parlementaires, dont le sénateur Théophile et d'autres, qui nous sommes battus par le biais d'Action Logement pour pouvoir obtenir, avec la ville des Abîmes et avec Pointe-à-Pitre, avec Basse-Terre, pour rénover le cœur de ville. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire. Ils l'ont dit, aujourd'hui, après 12 ans, ils ont des projets pour le monde rural et ils ont des projets pour la piste d'athlétisme. On a perdu le grand mythisme d'athlétisme. On a un gymnase qui est en décrépitude alors que l'argent de l'État est là. Ils ne l'ont pas demandé, ils ne déposent pas les dossiers. Et donc, justement, nous ne sommes pas satisfaits de ce bilan. Vous savez la genèse Alors, du terrain. alors, de la... je veux Non, bien non, je dire vais deux juste mots. lui dire quelque chose sur le terrain. J'aimerais bien dire deux mots. La genèse. Parce que là, finalement, Non, non. chacun. Non, mais elle aura la chacun est en temps train de de- parole. Non, non. Par contre, Madame Diacoc, vous devez être silencieux. hein, Il derrière. termine et ensuite ce sera vous. La genèse Oui, j'ai vu le débat. du terrain sous la mandature de Daniel Marsin. L'ancien président de l'AXA, Michel Delan, était venu voir Daniel Marsin pour lui proposer que le meeting d'athlétisme se fasse aux Abîmes. Et comme il a botté en touche, c'est Bémao qui a récupéré l'affaire. Donc, encore une fois, lorsqu'il vous briefe, qu'il le fasse dans de bonnes conditions. Ne racontez pas n'importe quoi. Voilà, Madame Diacoc. Alors, maintenant. je voudrais Allez-y. revenir quand même, puisque chaque fois, Olivier Servan Non, me mais vous avez répète votre temps de parole. que Allez. j'étais dans l'équipe de Jalton en 2008. Donc, je lui dis, je sais effectivement, il y a eu un accord entre mon organisation et Éric Jalton, qui à l'époque était dans l'opposition parce que c'est les Sarkozy qui étaient au gouvernement. Donc, j'ai fait la mandature, il y a eu un accord bon, que j'ai respecté ou que lui. Mais j'ai toujours gardé mon indépendance politique. D'ailleurs, j'ai été candidate aux élections législatives en 2012. Donc, si je n'étais pas sur
je n'étais pas d'accord, je ne partageais pas toutes les idées d'Éric Jalton, et il le C'est ce que j'allais sait. vous demander, pourquoi vous êtes parti? Vous n'avez pas continué le bail? Mais c'est parce qu'après, il y a eu François Hollande qui est arrivé au pouvoir, en 2012. Il n'y a pas de grosse différence entre Hollande et Sarkozy. Oui, de toute façon, on constate. Donc, on est parti. Non, mais là, Hollande, de toute façon. J'ai eu le sentiment hier qu'on voulait Franck Jalton. Il soutenait haut et fort Hollande, qui, lui aussi, a mené une politique très défavorable aux travailleurs. Et d'ailleurs, si on est dans la situation. Allez-y, Non, si on est dans la situation dans laquelle on est actuellement, c'est justement parce que tous ces politiciens, que de droite que de gauche, ils ont déçu les travailleurs. Et c'est pour cela que maintenant, les gens, ils sont dégoûtés. Ils ne veulent même pas aller voter parce qu'ils en ont assez d'entendre des politiciens qui leur font des promesses, qui promettent toutes sortes de choses. Bon, c'est facile de faire un grand programme, de dire on va faire, sans dire exactement, sans financer ce programme, sans dire où est-ce qu'on prend l'argent. Et c'est ça que moi je dénonce. C'est pour ça que je suis là dans ces élections. Je ne suis pas là pour dire, bon, c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, pour les finances? Non, moi je dis que de toute façon, nous, travailleurs, quand on a besoin de quelque chose, quand on doit avoir, on se bat pour l'obtenir. On est toujours obligé de se battre. On est dans un monde qui est fait pour les riches, pour les capitalistes. Et si on ne se bat pas, on n'obtient pas gain de cause. Et donc c'est dans cet esprit-là que nous sommes. Donc, et quelles sont vos marges de manœuvre là, dans cette élection, pour obtenir gain de cause? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est la lutte et la mobilisation des travailleurs qui, si par exemple il y en a suffisamment qui pensent que nous avons, que ce que nous disons c'est une bonne chose, ils sont d'accord avec, et que ça veut dire qu'ils sont prêts à se mobiliser. Donc pour nous, c'est le sens de notre candidature. Vous m'avez demandé, posé la question au début de... Donc, c'est vrai que, bon, on ne dit pas que... Ce qu'on critique aussi, c'est le fait que l'État... Moi, je reviens quand même à l'État, parce que, d'accord, il y a la commune, mais vous pensez que la ville des Abîmes va avoir une situation excellente, alors que tout se dégrade tout? Mais non. Toutes les communes sont endettées, la plupart. Alors, peut-être qu'il y en a 2 ou 3 qui sont, mais la plupart des communes sont endettées. Puisqu'on me cite tout le temps l'exemple de Bémao, et je ne vois pas pourquoi ils ont laissé des travailleurs en grève pendant plus d'1 mois pour accorder un accord, pour appliquer un accord qui avait déjà été signé. Voilà, madame. Donc, s'il y avait l'argent, ça aurait été fait. Dans nos thèmes. Juste, M. Jacobi Kouali, juste un mot et on progresse. Une proposition à Mme Diacoc. Vous savez, il est possible de constituer des coopératives dans ce système, que les travailleurs s'auto-organisent. Et je n'entends jamais de la bouche de certains responsables comme vous cette piste, en tout cas l'exploration de cette piste, justement, pour sortir du rapport patron-travailleur opprimé. Alors que vous savez bien comme moi, c'est-à-dire, vous avez bien étudié vos thèses en tant que communiste révolutionnaire, la coopérative, c'est une chose. C'est la piste. Non, je dis, il faut y penser sérieusement. Voilà. Très bien. On va parler. On se bat pour avoir une coopérative et que tous les travailleurs aient leur propre entreprise. On va pas passer à un autre thème s'agissant de la conduite des finances communales. Est-ce que vous avez le sentiment que la ville des Abîmes a été bien gérée financièrement? On commence, qui souhaite... Allez-y, M. Fonciane. Alors, je dirais... en tout cas, les remontées que l'on a d'entreprises que l'on tarde à payer, ça nous oblige à une certaine inquiétude, en tout cas. Moi, quand je lis un peu, pour mon parcours de 2008 à 2014 au sein du Conseil, je viens d'évoquer quelques chiffres concernant des entourloupes, des manipulations des chiffres. On peut supposer que la même pratique a continué, c'est-à-dire après 2014 à aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'actualité judiciaire nous inquiète sur ce point. Donc, il y a lieu de s'inquiéter. Ce n'est qu'un audit impartial qui pourrait nous dire réellement ce qu'il en est. Pour ma part, je ne dirais pas que rien n'a été fait. Parce que le projet qui est en cours aujourd'hui, c'est un projet qui a été instruit par l'ancien maire Marcin depuis quasiment 2006-2007 et qui a abouti en contractualisation en 2008. Donc tout un chacun aux affaires
aux affaires aurait exécuté ce projet, avec quelques mètres supplémentaires de différence, quelques coups de peinture de manière différente, mais tout chacun l'aurait fait. N'importe quel citoyen abîmé l'aurait fait. Donc il n'y a rien d'exceptionnel dans ce qui a été fait. Par contre, comme il n'y a pas, justement, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de projet, de programmation véritable, on se base uniquement sur ça, ces travaux visibles, visuels, pour dire qu'on a travaillé. Il n'y a pas que ça, quoi. Et je viens de démontrer l'exemple par l'appui concernant l'ancien projet du centre socioculturel qui devait en tout cas être érigé à la place dans la salle des fêtes, qui disait tout, quoi. Donc il y a autre chose à faire, il n'y a pas que cela. La jeunesse dans tout ça, le travail, le bien-être dans tout ça n'est pas au rendez-vous. Et justement, c'est-à-dire, quand on parle de social, l'intégration réelle des citoyens et de la jeunesse, c'est un échec. Et vous préconisez quoi ? Qu'on se résume à simplement manipuler à la veille d'élection les uns et les autres, à restaurer un climat jadis qui sévissait déjà, bien avant l'arrivée de l'équipe Nabajot. Ce climat de peur, de précarité qui oblige tout le monde à s'écraser. Et l'avons encore vécu là, dans le cas de ces élections concrètes. Ouais, alors, je le répète, la baisse des impôts, en tout cas le premier signe de 20%, parce que nous travaillons sur le sujet depuis quasiment 2009. Ça a été toujours mon combat. Vous lisez les PV des conseils municipaux, ça a été mon obsession. D'ailleurs, en 2015, nous avons jeté un pavé dans la mare sur cette question. 2016, nous avons continué une croisade concernant la surimposition. Donc, l'impôt est confiscatoire aujourd'hui. Tout grand économiste vous le dira, cette surpressurisation, cet étouffement fiscal ne permet pas une progression économique, la création d'activités. D'ailleurs, si ça marchait en France, on l'aurait su déjà. Voilà. Alors, je termine. Ici, le tissu économique est encore plus moribond. Donc les conséquences sont encore plus graves. Donc c'est là où il faut jouer. Et allègement fiscal, la mise en place de pépinières d'entreprises, il y en a une qui a été prévue depuis l'ancien maire Jalton, le père du maire actuel, derrière l'école Hilarion Léogane, qui est en ruine, qui ne sert à rien, parce qu'il n'y a aucune politique, aucune vision sur la question. Donc il faut envisager des pistes, il faut révolutionner la réflexion. Monsieur Servat, quelle est votre vision sur la stratégie financière à exercer vos abîmes pour améliorer la situation? Alors tout d'abord le constat. La stratégie, les résultats financiers sont mauvais. Je voudrais revenir un instant sur le stade des abîmes. Moi, en tenant mon à courir à pied le matin à 5h du matin avec les guépards et les aigles, mais je peux vous dire que la piste des abîmes est dans un état lamentable depuis des années. Et aujourd'hui, il y a des fonds pour cela, mais ils ne sont pas sollicités et il y a beaucoup trop de spectacles sur ce tartan. 3 faits simples. Et s'ils ne viennent pas de moi, ils viennent pour 2 de la Chambre régionale des comptes et pour un autre de la police judiciaire. La caisse des écoles des abîmes est en déficit. Mais quand je dis ça, derrière la caisse des écoles des abîmes en déficit, il faut imaginer 35 écoles. Il faut imaginer nos enfants et nos petits-enfants. J'ai reçu à ma permanence cet après-midi une dame qui vit à Mornalo, mais son enfant est à Carac. Elle me dit qu'il y a des problèmes de dodane, des problèmes de matériel, des problèmes de sécurité, des problèmes de... En fait, des problèmes liés à la compétence de base de la commune. Ça n'est pas sérieux. Quand je regarde... Si la caisse des écoles est aux normes, la cuisine centrale, celle qui fait à manger pour nos enfants, elle n'est pas aux normes aujourd'hui. Et nos enfants mangent aujourd'hui, dans les 35 écoles des abîmes, des conserves, des repas trop légers parce que cette caisse est en déficit. Ensuite, Cap Excellence. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes. Déficit de 1 million d'euros. Ces messieurs réussissent à mettre en déficit Cap Excellence. La 3e collectivité de Guadeloupe après le département et la région, là où il y a la manne financière de Jarry. C'est irresponsable, surtout que je comprends que les cadres dirigeants doivent rembourser. Je me demandais s'ils ont remboursé, peut-être que le conseil communautaire va nous dire ça. Le DGS Gâteau doit rembourser 80 000 euros. Le directeur de cabinet, M. Jalton Jocelyn, cousin du maire, mais ça n'a rien à voir, doit rembourser 37 000 euros. L'autre directeur général adjoint des services financiers, M. Pierre Pont, cousin du maire, ça n'a rien à voir. Donc, ils mettent notre bien public en danger. Et enfin, je suis inquiet parce qu'il semblerait que l'on parle de surfacturation. Je constate que la police judiciaire a pris ses appartements aux abîmes, qu'a monté des cendres, qu'a fait mon garde à vue, perquisition. Ça n'était jamais arrivé dans notre belle ville des abîmes en 100 ans. Ça n'est pas normal, c'est une problématique sérieuse. Et enfin, savez-vous ce que j'ai appris hier? Concluez, parce que M. Nabajot a voulu répondre. Oui, bien sûr.
Monsieur Vinska, qui l'a dit en conférence, il a rencontré Monsieur Jalton en personne, qui lui a donné 500 € pour lui dire, comme vous soutiennent ça va, fais une vidéo bon, moi, pour dire qu'on soutient moi. Croyez-vous que ce soit ce type de pratique dont mais je prends mes responsabilités. Je répète, M. Vinska a rencontré M. Jalton qui lui a donné 500 € pour faire une vidéo qu'il n'a pas faite d'ailleurs. Il dit, moi, il prend l'argent là, il met ça sans voiture et il n'a pas fait vidéo là. Voilà. Et donc, non, mais je termine. Donc, ce type de pratique grave et répréhensible doivent être, d'une façon ou d'une autre, condamné. C'est ce que je fais. Alors, c'est pas un débat ça fait depuis quelques mois que le principal opposant et ses colistiers, j'ai même entendu dans l'un de vos meetings, un des colistiers dire que M. Jalton a été menotté. Vous êtes tête de liste. M. Henri Geoffroy, sur l'esplanade de l'Office du tourisme, dit que M. Jalton a été menotté. Vous lui parlerez de ça. Laissez-moi terminer, c'est votre colistier, c'est à vous à mettre de l'ordre. Mais c'est une équipe. Vous, non. Je ne suis le patron de personne. Quand les gens disent n'importe quoi, il faut les rappeler à l'ordre. Il n'a pas été menotté, ça ne s'est jamais fait. Je vais vous répondre sur nos petits-enfants qui mangent des conserves. Voici ce que dit la Chambre régionale des Côtes dans son rapport de 2020 sur la caisse des écoles. Les rapports des services de la direction... Laissez-moi terminer. 2020 ? Non. Écoutez la réponse. Écoutez la réponse au petit pot. Les rapports des services de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt font état d'une maîtrise satisfaisante des risques sanitaires par la caisse, voire très satisfaisante s'agissant du niveau d'hygiène de l'établissement. Et vous savez que nous avons tous les repas qui sont servis à la cantine, au réfectoire que vous avez dit n'êtes pas aux normes. Eh bien, nous avons une diététicienne qui nous fixe les menus. Donc, je ne sais pas d'où vous prenez votre information de conserve, mais en tout cas, ce n'est pas la réalité de ce qui se fait au réfectoire. Sur le déficit, M. Nabajotti. Sur le déficit, il n'y a pas de déficit. On l'a déjà dit, on l'a déjà répété. Il faut arrêter. La Chambre régionale des comptes ment. Il n'y a eu aucune saisine de la Chambre régionale des comptes sur un déficit, ni au sein de la commune des Abîmes, mais encore moins sa CAP Excellence, et ceci depuis 2008. Je vais sortir le rapport. Oui, je vais même vous dire mieux, puisque le rapport. Dans vos propos d'hier sur RCI, vous avez évoqué un paragraphe disant que, je cite dans son rapport du 12 septembre 2019, la Chambre régionale des comptes dénonce un système mafieux autour des Jalton. Je peux vous le dire que ça n'a jamais été mentionné dans le rapport un système mafieux. Vous transformez les choses pour tenter de faire quoi? Page 6. Vous transformez les choses pour faire croire que nous sommes sur la base d'un système mafieux. Mais un système mafieux, aucun tribunal n'a déjà inquiété le maire des Abîmes. Aucune mise en examen, on ne peut pas en dire autant de vos amis. Il était convoqué. Hein, il n'a jamais été mis en examen, il a été convoqué. Alors pour vous rassurer, il a été convoqué, on lui a demandé, on lui a dit, ce n'est plus la peine de venir. Pourquoi? Parce que l'importance que vous faites état tous les jours dans vos meetings, il y a, les services financiers, débats qu'il a été menotté. Messieurs, vous êtes des hommes responsables. Merci. Tous les deux. Merci. D'accord? Mais donnez effectivement l'image, donnez l'image effectivement d'un débat, donnez l'image d'un projet, vendez votre projet et arrêtez. On y arrive. Arrêtez de chercher à bafouer, à piétiner. Vous le faites tous les soirs. Vous êtes dans une campagne de méchanceté, de calomnie. Nous véhiculons l'amour. Monsieur Cherva, je vous aime. Monsieur Francillon, je vous aime. C'est ça qu'on véhicule. Mais nous ne sommes pas dans un schéma qui consiste à vouloir du mal pour notre prochain. Et vous passez votre temps tous les soirs à demander du mal. Moi, je n'ai jamais vu ça. Comment vos colistiers demandent du mal et demandent la chute d'un homme. C'est plus... on a des vidéos. On a des vidéos. Des finances de la ville. Moi, c'est ce que je répète. Je vais répéter ça. Alors, on balance des chiffres. Ça devient... C'est important quand même. C'est important, mais ça devient un débat de technocrates. Je me demande si vraiment... Exprimez-vous sur les Moi, finances. ce que je veux dire, c'est que l'argent des dotations, l'État, qu'est-ce qu'il en fait? Personne ne dit ça.
l'argent qui est pris dans la poche des travailleurs pour le reverser dans les coffres forts du capital. Ça, c'est important et on ne le dénonce pas. Il y a des... Alors, c'est vrai que M. Serva et peut-être M. Fotier, enfin, ils défendent des entreprises, c'est normal. Non, Jacobi. Jacobi. Qu'est-ce que j'ai dit? Jacobi Coali. Qu'est-ce que j'ai dit? Francillon. Oui. Je me reconnais, mais sympathiquement. Bon. Non, Fotier, c'est le prénom. Désolé. Fotier, c'est le prénom. Jacobi Coali. Bon, ils défendent beaucoup les entreprises. Bon, moi, c'est ce que je dis au départ, chacun défend son camp. Chacun défend son camp. Alors, c'est vrai que c'est important qu'il y ait des projets pour qu'il y ait des emplois, parce que c'est un gros problème aux abîmes. Il y a un taux de chômage qui est important. Il y a 25% de chômage. Des pistes, des exemples pour justement rééquilibrer. Alors, il y a 25% de chômage en Guadeloupe. Et donc, la ville des Abîmes étant la ville la plus importante, c'est important que... Bon, mais moi, ce que je constate, c'est que l'État, justement, diminue tout l'argent pour les services publics. Des fois, les gens sont obligés de se battre pour conserver un bureau de poste, pour conserver des services qui sont utiles à la population. Et ça manque. Je vois à Bieubourg, Moronalo dernièrement, la population a dû se mobiliser pour garder un bureau de poste. Tout ça pour faire des économies de fonctionnaires. Donc, c'est partout pareil. Et à chaque fois, il faut toujours être en train de lutter pour obtenir la moindre amélioration de sa situation. Et ça, c'est le moi, je m'adresse, c'est vrai, à tous ces gens-là qui en ont marre de vivre dans la précarité, de vivre avec une petite retraite de 600 €, alors que justement, on a un gouvernement qui est en train de nous attaquer sur ce problème de retraite et qui veut faire passer son projet à tout prix par un 49.3. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et cette réforme ne va pas favoriser les embauches. Parce que quand on demande aux gens de travailler sous prétexte qu'on vit plus vieux, on vit peut-être plus vieux, mais on vit plus... Et jusqu'à quel âge en bonne santé? Maire des Abîmes, vous faites quoi pour améliorer le sort des citoyens? Eh bien, moi, maire des Abîmes, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, et ça veut dire que j'ai des travailleurs qui ont adopté, qui sont d'accord avec notre programme. C'est un programme de lutte et de mobilisation. Et donc, la ville des Abîmes devient un véritable bastion, justement, parce que, imaginez Mme Diacob, maire des Abîmes, ça veut dire c'est un tsunami politique, puisque de toute façon, on nous considère comme étant une petite organisation. Bon, ça veut dire qu'il y aura des milliers et des milliers de travailleurs qui vont voter pour cette liste-là, et qui seront prêts à mettre en application, c'est-à-dire à lutter que chaque fois qu'il y a un problème, une difficulté, on sera en tête de ces manifestations-là. Voilà. On ne va pas simplement dire, bon, il y a tel et tel problème, on sera avec les travailleurs. Merci, comme Madame par Jacob. exemple, dans le cas quand il y a eu la grève de Millénis, on aurait été à côté des grévistes. Pour l'information. Voilà. Merci, Madame Jacob. Monsieur Jacobi Coali. Je ne pas me dire merci, Madame Diacob, qui est toujours me couper. Non, mais je vous ai dit merci parce que terminé, Monsieur Jacobi Coali. Juste 2 mots. Parce que vraiment 2 mots. Pour l'information de Mme Diacob, il y a bien 2 représentants du système macroniste sur le plateau. En l'occurrence, M. Nabajot et M. Serva. Donc, il n'y a pas que Jacobi qui a la vision de l'entreprise. Il n'y a pas que Jacobi qui dispose, en tout cas, qui défend l'initiative privée. Il y a surtout aussi 2 représentants du macronisme sur le plateau. Voilà. Aussi. On va poursuivre. Oui, mais il y en a 3. Moi, j'ai bien dit au départ, je me démarquais. Monsieur... que j'étais la seule à dénoncer, à remettre en cause le système capitaliste, et que les autres ne le remettaient pas en cause. Voilà, on va clore ce chapitre. Ça veut dire que je mets tout le monde... Vous n'aviez pas perçu cette sensibilité chez Jalton avant? Comment? Vous n'aviez pas perçu cette sensibilité chez Jalton avant? Je vous ai dit dans quel contexte que j'avais été élu. Voilà. Ça m'a permis... Vous êtes trompé. Faut dire je me suis trompé. Je suis désolé, il y a d'autres personnes qui étaient avec Jalton qui ont quitté. Bon, ça va, ça vient. Madame Diacob, je vous remercie. On va poursuivre avec un autre thème sur la politique d'aménagement de la ville et du territoire. Comment trouver un meilleur équilibre entre les zones urbaines et les zones rurales? Et je pose la question tout d'abord à Monsieur Serva, par exemple. Très bien. Je voudrais juste revenir rapidement sur une déclaration d'amour à laquelle je suis sensible, mais je suis plus sensible, M. Nabajot, aux preuves d'amour. Donc, j'aimerais que vous avez répété ce que disait Eric Jalton, qu'il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. C'est une bonne chose. Vous avez inclus son conseil. Poursuivez. C'est bien, vous êtes jaltoniste maintenant, mais vous savez... Ah non, je suis Nabajot.
Vous êtes de Je suis l'équipe Nabajot Jalton. aux côtés d'Éric Jalton. Ça n'existe pas, le jaltonisme. Ah. Et je vous arrête. C'est une Votre nouvelle. mentor, Daniel Marsin, de toutes les façons, j'aurai le temps de lui répondre sur cette question-là. Poursuivez. Merci. J'en fais mon affaire. Merci. C'est de l'amour aussi. Hein. Ah. Et donc, Lui, il n'en a pas pour les abîmiens. je Alors, vous disais, monsieur Servat, mais il faut allons-y. simplement Comment que je- trouver un meilleur équilibre j'ai entre pas les fini zones avec urbaines et les la- zones rurales? Oui, des preuves d'amour, ça c'est important. Et pour nos enfants, diététiciennes ou pas, je vous invite à vous inquiéter d'une compétence fondamentale. Vous avez déjà visité 35. le réfectoire 35. et d'y aller voir ce qui s'y passe? Oui, 35 D'accord. Eh bien, nous écoles. irons ensemble. D'accord. Nous irons ensemble Ah, d'accord. vérifier vos allégations. Je suis d'accord Voilà sur encore ça. une preuve d'amour. Et On donc, va continuer sur là. la CRC, Monsieur Servat, oui, on ira. Servat, allez-y. On est en bonne voie. sur l'équilibre Macron, hein. sur l'équilibre Non, du non, territoire entre je les zones reviens urbaines et les zones sur rurales. la Chambre régionale des comptes. Oui. Page 6, si vous pouvez y aller. Compte administratif 2018. La correction de certaines écritures comptables infondées ou injustifiées conduit la Chambre régionale des comptes à abaisser le résultat de clôture consolidé au 31 décembre de plus 4 millions à moins 1 million. Papier à l'appui. Et Alors maintenant, c'est quel sur les autres, paragraphe s'il vous qui plaît. dénonce, S'il vous plaît, maintenant je vais le système continuer. mafieux? Je vais continuer. Donnez-moi la page. Je vais Monsieur- continuer. Alors, maintenant, sur les zones d'aménagement. Voilà une faiblesse importante de l'équipe sortante. Je m'explique. Vous savez, vous avez un triangle d'or. Un triangle d'or qui comprend le CHU, qui comprend la zone de Providence et qui comprend l'aéroport. Et ensuite, vous avez toute cette belle zone de Belle-Plaine, Golconde, Garosa, Perrin. Aujourd'hui, après avoir rencontré à la fois les habitants, mais aussi m'être intéressé à l'aménageur, c'est la CEMAG qui fait ça, eh bien en fait, il n'y a aucune vision pour cette zone. Or, c'est un diamant à l'état brut. C'est la zone d'avenir des abîmes. Et aujourd'hui, je constate qu'il n'y a aucune vision pour l'eau, pour l'éclairage, pour les infrastructures, pour l'assainissement. Et malheureusement, nous avons perdu 5000 habitants. On a fait du logement social, c'est bien, il fallait en faire, mais à un moment donné, pour pouvoir avoir de la base fiscale, parce que ça, c'est important. Moi, je ne souscris pas du tout aux personnes qui disent « Oh là là, de toute façon, les dotations de l'État baissent », ce qui est faux. Elles sont stabilisées, elles baissent quand la population baisse. Et je ne souscris pas du tout au fait qu'on dise « Ah mais on ne peut pas baisser les impôts dans la mandature ». Moi, ça m'inquiète, ce n'est pas du tout ma vision. Nous, on a une vision dynamique. On doit pouvoir, par exemple, faire venir aux abîmes des personnes qui ont envie de revenir, des personnes qui veulent investir, qui vont, pourquoi pas, devenir propriétaires. On a un déficit de propriétaires aux abîmes. On a des personnes qui veulent s'installer dans cette zone d'avenir. On pourra faire, je l'ai dit, du tourisme de santé, du tourisme vert, du tourisme d'affaires. Mais pour cela, il faut une vision d'aménagement. Elle est inexistante aujourd'hui. Donc, vous voyez, l'aménagement de cette zone doit être fondamental. Et enfin, je l'ai dit, il y a une fracture entre la campagne et la ville. Les abîmes, c'est à peu près 54 000 habitants. On va créer, je vous le dis, des bourgs. À Boivin, il en faut un. Au Rézé, le Rézé où on me parle de rénovation urbaine. Savez-vous qu'il n'y a plus de poste au Rézé? Savez-vous qu'il n'y a plus de distributeur de billets au Rézé? Savez-vous qu'il y a des petites mamies qui doivent prendre le bus pour aller à PTT Messagerie, faire la queue à PTT Messagerie, faire la queue pour revenir, alors qu'elles ont du mal à marcher? On fera ce qu'on appelle un Rézé service et un Boivin service. Nous sommes déjà allés récupérer quasiment les sous auprès du préfet, il est d'accord, auprès de l'Élysée, ils sont d'accord. On fera ça rapidement parce qu'on doit restructurer les abîmes. Voilà notre vision d'aménagement du territoire. Merci. Alors, Francine Jacob, vous peut aller sur l'aménagement, zone rurale, zone urbaine, vos propositions. Mais nécessairement, je prends un exemple concernant, en tout cas dans cette logique d'allègement fiscal pour redynamiser l'économie, la pépinière d'entreprise, c'est-à-dire pour permettre surtout de fixer des porteurs de projets. L'école de Doubs, de Chazot-Doubs, qui est occupée à seulement 25-30% maximum, une partie de cet édifice, ce complexe, doit être mise en service à disposition de l'activité d'entreprise. Il y a aussi sur la zone urbaine, dans un premier temps, mais c'est 2 projets à mettre en œuvre rapidement. Ça ne demande pas des efforts gigantesques en termes financiers sur la zone urbaine, justement pour permettre de dynamiser l'activité économique, surtout en direction de la jeunesse abîmienne. Donc, principalement à partir de là, mais je dirais aussi, pour revenir à Boivin, parce que ce qui m'a gêné en 2009, qu'on ait démoli les 2 édifices structurants de l'école, l'ancienne école de Boivin, qui était un patrimoine, c'est-à-dire donc pour des générations, en tout cas, de gens de la zone. Eh bien, le bulldozer est passé dessus. C'est tout, c'est le bulldozer d'un ami. Alors, je pense que là,
il y a nécessité encore, en tout cas, de revitaliser cette zone parce que l'activité associative était dynamique sur cette zone, mais aussi par un pôle économique à la fois, parce que c'est une zone très passante et il faut éviter justement qu'il y ait un trafic routier aussi important pour que les gens soient obligés d'aller à Milénis ou ailleurs tout le temps. Donc il faut fixer les populations, fixer l'activité économique partout, imaginer tout cela sur l'ensemble du territoire. Voilà. Tout à l'heure, on vous communiquera peut-être le temps un petit peu de chaque candidat pour vous permettre de juger et de mieux maîtriser votre temps de parole. Oui, alors on poursuit donc sur l'équilibre zone rurale, zone urbaine. Une proposition, Madame Diacon? Non, je voulais justement rebondir sur ce que Olivier Sarva disait quand il disait qu'on a supprimé le bureau de poste et fermé des guichets. Bon, effectivement, ce sont les banques. C'est la politique des banques de faire des économies, et la Poste aussi, qui normalement maintenant est privatisée, donc qui veut faire des économies de fonctionnaires et qui supprime des bureaux de poste. Alors c'est vrai, j'ai donné l'exemple de Vieux-Bois-Mornalo, où les gens se sont mobilisés, se sont battus pour garder leur bureau de poste. Et c'est sûr que peut-être à la tête d'une municipalité aux Abîmes, nous, on aurait mobilisé la population pour garder ce bureau de poste, parce que c'est vrai que c'est un scandale pour tous les services publics. C'est pas que la Poste. Vous allez aux impôts, vous allez à la Poste, vous allez à la sécurité sociale, vous allez à la CAF, il faut presque prendre une journée pour être reçu, espérer être reçu. Et toutes les banques maintenant suppriment des guichets pour faire des économies. Donc, c'est ça, on est dans un système capitaliste. Alors, voilà. Moi, je critique. Moi, c'est ce que je dis. Et que dans ce système capitaliste, l'argent, les capitalistes spéculent. Donc, ils profitent de tout pour spéculer et ils ne reversent pas l'argent pour les services publics qui sont utiles à la population. Mais pourtant, vous voyez, il y a une crise là, du coronavirus. Là. Eh bien, il y a des petits malins qui profitent pour augmenter le prix des gels hydroalcooliques, des masques. Bon, alors, il n'y a aucune conscience à ce moment-là. Il n'y a aucune conscience. Donc, ça dépasse les compétences municipales. Oui, non, mais de toute façon, ce ne sont pas les compétences municipales. Mais tous les problèmes sont liés. Il ne faut pas croire que, bon, il y a une compétence municipale. Bon, vous avez la municipalité, vous avez l'intercommunalité. Bon, chacun a ses compétences, c'est vrai. La municipalité, bon, c'est vrai, doit gérer ses propres compétences, je suis d'accord. Mais moi, mon problème, c'est toujours le problème de l'argent. On n'en parle pas. Parce que c'est vrai que la ville des Abîmes a une population, on l'a dit, qu'il y a un taux pas mal de chômeurs. Donc ça veut dire que ça fait moins de gens qui payent des impôts. L'impôt repose sur une minorité. Juste, vous savez, 30 secondes, permettez-moi. Non. 30 secondes, excusez-moi. Oui. Juste pour dire, Madame Diacon, je crois qu'on a un combat à mener ensemble sur le Rézé. Oui, je vous le dis, parce que, en fait, ce qui se passe, il y a des habitants du Rézé qui se sont mobilisés contre la fermeture de la Poste. Je les ai accompagnés, on a rencontré la direction de la Poste, et vous savez ce que la direction nous dit? Nous fermons parce que dans l'établissement de la Poste du Rézé, il y a des remontées de matière fécale. On va parler du problème d'assainissement tout à l'heure. Ça, c'est encore un autre problème. C'est la même. Donc, ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur propose un autre bâtiment au Rézé, et c'est l'engagement que nous avons d'ores et déjà pris avec eux, lorsque la population nous fera confiance, pour qu'on puisse trouver rapidement un local pour réinstaller la Poste au Rézé et un distributeur. On le fera. Et n'empêche que c'est la mairie qui est obligée de prendre ces dispositions, alors que ce n'est pas une compétence de la mairie d'ouvrir un bureau de poste, que je sache. C'est pas une compétence de la mairie. Il faut accompagner l'équilibre du territoire. Elle peut négocier. Alors, tout repose sur la mairie, et puis maintenant que la Poste a son problème, c'est de faire de l'argent, du profit. On se défausse. Je pense aux citoyens. Il me faut que les mamies de Rézé puissent avoir un bureau de poste au Rézé. Très bien. D'où la nécessité de se battre pour. On le fera ensemble comme ça. Je suis d'accord. Alors, M. Nabajot, sur comment trouver l'équilibre entre la zone urbaine et la zone rurale? Alors, je vais parler de Belle-Plaine et de ce nouveau quartier, en fait, le nouveau centre-ville. Belle-Plaine, c'était une zone agricole. Donc, il y a des familles abîmiennes qui entretenaient des jardins, d'autres agriculteurs de la zone. Et aujourd'hui, les enfants qui ont récupéré ces terres veulent effectivement être dans des conditions légales pour pouvoir occuper leurs terres. Alors, première condition, négocier
pour pouvoir leur emmener, puisque ça fait une demande qui date depuis des décennies où les habitants de Belle-Plaine demandent l'eau potable, puisque c'est de l'eau agricole, et demandent l'électricité. Il y a une partie de la zone qui était déjà concernée par l'électricité, et l'autre partie qui effectivement avait interpellé le maire Éric Jalton, et cette demande a pu être satisfaite puisque là encore, on a l'impression que tout se fait comme ça. Il fallait négocier avec les propriétaires de terrain pour faire passer les câbles pour pouvoir aussi alimenter ces personnes. Et donc, le maire a signé l'autorisation pour que le CIMEG puisse commencer ses travaux d'électrification de Belle-Plaine. Et allez voir M. Doulou, responsable. Je suis allé les voir. Il se satisfait de cette démarche. Il se satisfait de cette démarche. Et il est venu me dire, M. Nabajok, les travaux ont commencé. Donc, je termine sur Belle-Plaine. Donc, aujourd'hui, les habitants de Belle-Plaine. Vous ne connaissez pas votre dossier, les travaux n'ont pas commencé. C'est le CIMEG. La ville n'est pas une entreprise d'électricité. Donc les travaux n'ont pas commencé. La ville a confié. Je suis allé voir. La ville a confié au CIMEG. Chacun sa responsabilité. Vous êtes parlementaire. Vous ne faites pas votre travail de parlementaire. Donc là maintenant, nous parlons d'action communale, d'accord? Et donc je disais que c'est le CIMEG et nous veillerons à ce que l'exécution de ces travaux se fasse parce que c'est le CIMEG qui a été missionné là-dessus. Et donc j'aimerais prendre pour exemple, le taux moyen de taxe foncière aux abîmes, qui est de 25,74% de la base imposable. Il est nettement inférieur au taux moyen appliqué en Guadeloupe, qui est de 29,70%. On paie donc moins d'impôts locaux aux abîmes que dans de nombreuses autres communes de Guadeloupe. Nous avons amorcé une baisse de 1% sur la taxe sur le foncier bâti. Et Cap Excellence a également, en 2019, baissé la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 10%. Et la baisse des impôts n'est pas pour nous un slogan, mais une réalité palpable pour les abîmés. Et dire aujourd'hui que l'on baisse de 30%, les impôts relèvent de l'irresponsabilité. Comment paiera-t-on les charges fixes? Le régime indemnitaire et prime des agents municipaux. Le recrutement de ces fameux policiers que vous dites arriver au pouvoir ou que vous allez embaucher. C'est ça. L'entretien des routes, l'éclairage public, les tarifs de cantine abordables aujourd'hui pour toutes les familles. Vous récitez bien. Non, je fais le bilan de ce que je sais pour faire partie de l'équipe. Allez-y, continuez à réciter. D'accord? Vous récitez ce que vous dit Daniel Marsin. Ce n'est pas mon cas, je n'ai pas de mentor. J'ai eu un exemple en politique, c'était Feu mon père. Et aujourd'hui, vous salissez son image tous les soirs. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Alors, parlez de M. Serva Père, parlez de M. Jacobico Ali Père. Et laissez-moi parler de mon père. Non, votre père était maire. Non. Laissez-moi parler de mon père parce que vous ne connaissez rien de sa personnalité et de l'image qu'il avait pour la ville des Abîmes. En 1995, il a planté ce flamboyant là de vie. Pour combattre le daltonisme. Non, ça c'est M. Marsin qui dit ça. Arrêtez de répéter les bêtises de Daniel Marsin. Parce que moi, je ne parle pas de Bido Cancel. D'accord? Donc, dites-lui de rester à sa place. Monsieur Marsin n'est pas candidat. Non, monsieur Marsin a été remercié par les abîmés en 2008. D'accord? Donc, je pense que vous n'avez pas trouvé la bonne personne pour vous aider dans votre cheminement. La population dira. Oh, mais ça, on verra ça le 15. Le 15, c'est dimanche et ça arrive à grands pas. Et donc, comment parler, effectivement... Vous avez évoqué dans vos propos sur RCI que la ville, vous alliez évoquer de financer la diminution des impôts par une baisse drastique de 100 véhicules. C'est vrai. Il n'y a même pas 160 dans le parc de la ville. Vous avez évoqué 160, il y a 126 véhicules, engins, pelles mécaniques compris. C'est faux. Je me suis rapproché des services concernés. Et je vous informe. Donc vous êtes le seul aujourd'hui qui ne sont pas habilité à donner des chiffres en tant que démissionnaire d'un conseil municipal. Vous avez l'ambition d'être maire des Abîmes. L'espace officiel, réglementaire, légal pour permettre de débattre de ces questions-là, vous avez démissionné pour des ambitions régionales, parlementaires. Donc vous aviez toute la latitude à cette époque pour pouvoir venir débattre avec Éric Jalton. Vous voulez qu'Éric Jalton vienne vous répondre ce soir sur un plateau de télévision? Non, ce n'est ni sur un plateau de télévision, encore moins sur un plateau de radio que
les choses des abîmes se décident. La population Ça se qui décide nous écoute au sein du appréciera. conseil municipal et vous avez brillé par votre absence. C'est une lâcheté. Le débat démocratique. Absolument, mais la preuve, notre liste est représentée. Et ça déplaît à ces messieurs que notre liste soit représentée. Ils ont voulu peut-être avoir... Alors, l'innovation chez Éric Jalton, je vous le répète, c'est que tout un chacun est en mesure de venir débattre ce que je fais actuellement avec vous. Juste avant de passer la parole à M. Jacobi, on va faire un point sur les temps. Justement. Alors, M. Olivier Servat, vous êtes à 17 minutes 08. Mme Diacoc, 15h31. M. Francillon, vous êtes en retard, 13h40. Et pour M. Nabachot, 19h14, M. Nabachot. Donc, vous avez du temps à rattraper. Allez-y, monsieur Kouad. Alors, donc, concernant les finances, madame, l'argent, retrouver l'argent. Vous savez, je me rappelle, le compte administratif 2011, on le termine avec 200 000 euros d'excédent. Et par enchantement, lorsqu'on fait allusion sur le budget primitif 2012 de cette fin d'exercice 2011, ça se transforme en déficit de 5 929 000 euros. Donc en gros, il y a un delta de 5,7 millions. Je m'interroge justement, où est passé l'argent, où est l'argent? Et d'ailleurs, quand j'ai évoqué cette question au conseil municipal, le maire n'a pas su me répondre, naturellement, parce que dès lors qu'il y a contradiction, il est absent. Il a passé la parole à l'élu chargé des finances, qui lui-même n'a pas su me répondre, a passé la parole à M. Pierre-Paul, le cousin du maire, qui n'a pas su me répondre. Et j'ai devant moi le procès-verbal, qui n'est jamais sorti d'ailleurs. J'ai dû l'exiger pour qu'il sorte plusieurs mois après, près de 8 mois après. Et la réponse de M. Pierrepont, en tout cas l'élu chargé des finances de l'époque, a été coupée du procès-verbal. Au motif qu'il y a une défectuosité de la bande et suite à l'intervention de M. Pierrepont, etc. Donc ça a été tronqué. C'est ça la pratique aujourd'hui. L'argent, c'est justement, il y a lieu de s'interroger sérieusement. D'ailleurs, quand il y a gestion, il faut qu'il y ait un véritable contrôle. Le contrôle des citoyens, le contrôle de l'opposition, parce que le législateur a prévu cela. Mais justement, qu'on accepte cette idée, c'est-à-dire de remise en question de la manière dont est géré l'argent public. Alors, concernant la ville, la gestion de la ville... l'équilibre du territoire. L'équilibre du territoire, je dis, c'est clair, il faut penser... D'ailleurs, on parle d'environnement aujourd'hui, il faut penser, c'est-à-dire à fixer de l'activité partout où on est, justement pour éviter que les gens n'aient à se dépasser, à brûler du carburant. Donc c'est ça la réalité. Donc, de ce fait, développer un système de transport collectif assez valable. Et Carolis, en ce sens, je le rappelle, n'est pas une réussite pour l'instant, parce qu'on n'a pas réfléchi comment faire pour que les usagers reviennent vers le transport collectif. Et la réponse qui m'a été faite lors d'un conseil par un directeur du Cap Excellence, c'est que par nature, les transports collectifs sont déficitaires. Donc il n'y a pas lieu de s'interroger pour savoir comment tendre vers l'équilibre. Et ça, c'est ainsi qu'on gère. Par contre, la seule gestion, c'est de ponctionner chaque fois. Et ce 1% qui est justement sur la masse salariale, qui prive les entreprises de primes dont auraient pu bénéficier les salariés, est obligé d'être versé sur le Cap Excellence, sur Carolis, sur le SMT, et qui navigue à perte, qui pollue l'environnement. En réalité, il y a un problème. Donc, il y a lieu de réfléchir sérieusement à l'aménagement du territoire, l'organisation des transports. Oui. Donc là, il y a à faire. Alors justement, sur la cohésion territoriale et la complémentarité territoriale, comment voyez-vous la place des abîmes dans Cap Excellence, vous, M. Jacobi Kouali? Alors qu'on cesse, je l'ai dit d'ailleurs dans une communication ailleurs, c'est qu'on cesse en tout cas qu'on gère différemment, qu'on imagine la collectivité, la gestion de manière différente. Et pas simplement qu'on vienne répéter les mêmes pratiques dont on est coutumier, c'est-à-dire sur une commune. Vous imaginez comment? Pardon? Cap Excellence, vous imaginez comment sa gestion? Quelle stratégie sa stratégie de développement? Qu'elle imagine le développement économique. Que la fiscalité ne soit pas forcément... qu'on ne répète pas les mêmes logiques fiscales. Je crois que l'allègement fiscal doit permettre de redynamiser l'économie. On doit recréer notre débat et permettre que l'on sorte du clientélisme. C'est ça, là. C'est le clientélisme qui pose problème. Ces mêmes pratiques municipales que l'on retrouve à Cap Excellence, au motif qu'on ait transféré les charges.
Donc c'est le raisonnement, la mentalité qui doit changer. Vous avez des chiffres sur ça? Alors, je prends un exemple, c'est-à-dire concernant la baisse de 20% que nous proposons, c'est-à-dire pour la taxe foncière, c'est une économie, déjà, en tout cas sur le budget de la ville, de 4,8 millions à peu près. 4,8 millions qu'on peut envisager. Donc, nous ne sommes pas aux affaires, on ne pourra pas vous le faire à l'euro près pour l'instant, mais en grosse maille, nous l'avons quantifié ainsi. Et on dit que les abîmes ont une position un peu dominante sur le Cap Excellence. C'est votre avis? Son poids démographique oblige quand même que sa voix pèse quelque part. Mais je crois qu'au-delà des abîmes même, c'est là où le maire des abîmes doit raisonner la Guadeloupe, ne pas raisonner les abîmes. Et trop souvent, c'est-à-dire on est dans une logique de basse-cour, moi, je, etc., ou ces petites affaires, gérer un syndicat partiel de l'eau, parce qu'on a ces petites affaires à faire, etc., etc. Je crois qu'il faut raisonner. Le maire des abîmes doit donner l'exemple en Guadeloupe. Et justement créer les conditions pour une réflexion beaucoup plus globale sur le pays. Et ce qui n'arrive pas, qui n'a pas lieu pour l'instant. Olivier Servat, vous êtes maire des Abîmes. Vous allez conserver la présidence de Cap Excellence ou jouer le jeu de la présidence tournante? Alors, concernant la démission au conseil municipal, je rappelle à tout le monde ici qu'on a une équipe. Et que quand j'ai démissionné du conseil municipal, eh bien, il y a quelqu'un de mon équipe qui est monté et qui fait le travail d'opposant. Lequel? C'est quoi son nom? Monsieur Claude Philomain. Il n'est pas souvent là. Hein. Vous tenez le PV? Il n'est pas souvent là, je vous le dis, pour votre gouverne. Il n'est pas souvent là. Bon. Donc il ne fait pas le travail. Et donc, il a pris les rênes. Et moi, je me suis occupé du développement économique à la région. Et il y a des résultats. Vous l'avez observé, le chômage a baissé en 2018, en 2019. Alors là... Le chômage a donc abaissé en 2018. Oui, mais ça c'est la politique du gouvernement de dire que le chômage a baissé en France ou en Guadeloupe, mais c'est complètement faux. La population a baissé, donc ça entraîne une baisse du chômage. Alors, oui, merci. Donc en fait, moi je ne suis pas là pour voir le côté sombre des choses. Je dis les chiffres, les faits. Il se trouve, et ça n'était pas arrivé depuis 10 ans, alors que la population diminue depuis plus de 10 ans, que le chômage a baissé en Guadeloupe. Politique de Pôle emploi pour adier les gens. Madame Diacoque, c'est vous qui dites qu'on doit se laisser parler, etc. Continuez. J'ai rien dit. J'avais bien entendu. Donc, je disais... C'est facile de dire que le chômage a baissé. Bon, le chômage n'a pas baissé en Guadeloupe? Non. Bon, allez-y, après, je vous écoute. Non, mais je vous laisse continuer. Merci. Vous avez dit que le chômage a baissé. Donc, les chiffres de l'INSEE... Tout va très bien. J'ai jamais dit ça, par contre. Ça, par contre, j'ai jamais dit ça. Non, mais je suis poli, je laisse les gens parler. Vous allez venir tout à l'heure. Monsieur Servat, allez-y. Donc, le chiffre de l'INSEE dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça a l'air de déranger Madame Diacoque, mais en fait, le chômage a baissé en 2018, 2019 et 2017. Plus fortement que partout ailleurs dans l'Hexagone. Alors, c'est beaucoup trop élevé, c'est vrai. Il y a des raisons démographiques, c'est vrai. Je ne les méconnais pas, mais il y a aussi une dynamique économique. La croissance économique en Guadeloupe a augmenté en 2017, en 2016, en 2018, 2 fois plus fort que par exemple en Martinique ou dans l'Hexagone. Donc ce sont des résultats probants. Voilà un bilan de conseiller régional. Maintenant, concernant Cap Excellence, alors ce qui n'a pas été fait. Vous n'avez pas oublié ma question. C'était si vous êtes maire des Abîmes, est-ce que vous allez conserver la présidence ou vous allez... On posera la même question aux autres. Hein, chaque chose en son temps. Là, nous sommes dans une élection municipale aux Abîmes. Clairement, après se posera la question des élections communautaires. Et logiquement, il faut que chacun puisse y trouver son compte, y compris BMAO. Mais ce qui n'a pas été fait à Cap Excellence, l'insertion des jeunes. Ça existe, la Cap Excellence est compétent depuis 2015, l'insertion des jeunes. Ce n'est que 4 ans après que, dans un débat d'orientation budgétaire, ils ont commencé à se dire peut-être qu'on va faire un plan local d'insertion pour l'emploi. Eh bien voilà, l'insertion des jeunes, compétence de Cap Excellence, 4 ans de retard et aujourd'hui, le plan local d'insertion n'est pas en activité. Ensuite, la collecte sélective à domicile. Aujourd'hui, on doit pouvoir recycler carton, papier, plastique. On a même fait passer avec le sénateur Théophile et moi un amendement innovant au niveau national sur la collecte, la consigne et puis le recyclage des bouteilles en verre et en plastique tel qu'on le faisait initialement il y a quelques années où chacun pourra toucher quelques menus centimes d'euros. Eh bien, on nous a distribué des
des réceptacles jaunes et on nous dit peut-être qu'un jour ça va se faire en mai. Eh bien, ça m'inquiète un petit peu. Enfin, l'assainissement. L'assainissement, c'est la compétence de Cap Excellence. Aujourd'hui, on parle de réseau d'eau potable. Il y a une partie des grands fonds, des campagnes qui n'ont pas d'eau. Toujours. On a souffert pendant longtemps. Aujourd'hui, par exemple, on nous parle de Félix Proto. Savez-vous qu'il y a des remontées fécales, là, dans Félix Proto, le nouveau bâtiment qui a été inauguré? Parce qu'ils ont l'habitude de mettre du goudron sur des choses non arrangées. Et si je vous parle du Rézé, si je vous parle du scandale du CIVAD avec des problématiques de nappe phréatique, le travail sur l'assainissement n'a pas été fait. Et enfin, la pauvreté. J'ai rencontré une association formidable, je peux le dire, Jésus t'aime, et nous sommes allés en maraude. C'est comme ça que ça s'appelle l'association. D'accord. Et donc, j'ai rencontré des gens extraordinaires et ils m'ont fait rencontrer de 22h à 2h du matin les déshérités, ceux qui sont dans la rue, les désœuvrés de la zone Pointe-à-Pitre-Abîme. Savez-vous combien de désœuvrés il y a dans la conurbation, qui est de la compétence d'ailleurs de Cap Excellence? Je ne vais pas demander à M. Nabajot, ça doit pas être dans ses fiches, il y en a 240. 240. Eh bien, c'est 240 hommes et femmes qui sont en difficulté et aujourd'hui, aucune réponse pour elles. Donc, avec tout ça, et avec le fait que, je rappelle que ces personnes ont réussi à mettre en déficit Cap Excellence, je suis inquiet, on doit reprendre les choses. Très bien. Madame Diacoc, sur l'intégration, la position de la ville des Abîmes au sein de Cap Excellence. Bon, vous savez, le Cap Excellence, l'intercommunalité, pour moi, c'est la mise en commun de la pénurie, de la pauvreté. Donc, c'est sûr que la ville des Abîmes, ils ont une position dominante, puisque c'est la population la plus importante. C'est la ville qui a le plus de délégués communautaires. Donc, automatiquement, s'il y a un vote, il y aura toujours un abîmier qui va être élu. Donc, c'est un accord qui doit avancer les maires. Mais ça, c'est pas ça qui est important. Ils ont décidé qu'ils doivent faire une présidence tournante. Bon, c'est pas très important, ça. Ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir régler les problèmes quotidiens de la population. Alors, c'est vrai, j'ai réagi quand M. Servat dit que le chômage a baissé. Bon, parce que c'est la propagande gouvernementale, hein, puisque le gouvernement, c'est... bon, moi, les chiffres de l'INSEE aussi, je mets un petit bémol dessus, hein, parce qu'ils mettent ce qu'ils veulent dedans. Ils disent pas aussi comment ils vont radier des chômeurs, parce que bon, il y a une politique, faut connaître les agents de Pôle emploi à qui on impose de radier de plus en plus, et donc ça baisse les chiffres du chômage, hein, bon, artificiellement. Mais moi, je vois que les jeunes qui sont dans la rue, ou alors le nombre de petits boulots précaires, des intérims où on vous donne une journée. Alors, ça fait baisser les chiffres du chômage, oui. Mais pour quel emploi? Et pour quel salaire? Alors, on a compris que vous voulez parler des travailleurs, on l'a compris. Mais bien sûr, mais c'est important. Je suis dans une élection. De liste dans une élection municipale et communautaire. On a envie de vous entendre aussi sur la place qu'auraient les Abîmes dans Cap Excellence, parce que ça existe tout de même. Et quelle pourrait être la stratégie des Abîmes pour mieux se placer dans Cap Excellence? Cap Excellence doit prendre toute sa place et mettre en œuvre toutes ses compétences. Faut-il qu'il y ait, comme toujours, ce problème d'argent que je signalais, pour mettre en œuvre. Vous savez, il y a plein de choses à faire. Est-ce qu'on n'a pas réglé tous les problèmes des gens? On a parlé du problème de l'eau, c'est un gros problème. On a parlé du problème des déchets, du problème du transport. Tout ça, ce sont des compétences de Cap Excellence, il me semble. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour satisfaire les intérêts de la population. Bon, si... c'est pas simplement... Parce qu'on peut faire plein de projets. Hein. Bon, là, maintenant, après, les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien y croire. Hein. Tout le monde a des grands projets, va faire ci, va faire ça, on va baisser les impôts, on va faire ça. Moi, ça reste à voir. Hein. Il faut imposer, il faut continuer la hausse de l'impôt. Comment? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais moi, je ne crois pas aux paroles. Et c'est dans les faits. Parce que là, on a en face de nous un gouvernement qui a une politique, justement, de prendre l'argent dans la poche des riches, des travailleurs, pour le donner aux riches. Ouais. Et vous le savez, et tout le monde le sait très bien. D'accord. Donc, c'est pour ça que les communes, finalement, sont réduites. Je n'excuse pas, hein,
à augmenter les impôts. Parce que ceux qui doivent payer les impôts ne les payent pas. Ils bénéficient d'exonération, que ce soit en charges sociales, fiscales, etc. Et même la suppression de la taxe d'habitation, c'est une arnaque. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Enfin, c'est-à-dire que c'est de la propagande. On supprime la taxe d'habitation. Bon, on dit qu'on va compenser à l'euro près. Ça reste à voir. Parce qu'on connaît déjà, quand il y a eu la décentralisation, l'État devait transférer des bâtiments complètement pourris aux communes, des écoles, et qu'il fallait rénover. Et donc, il y a eu beaucoup d'argent qui a dû être mis sur la table pour pouvoir rénover toutes ces écoles que l'État n'a pas entretenues. Donc, la compensation à l'euro près, on attend toujours. Non. Et donc au niveau de la suppression de la taxe d'habitation, peut-être qu'à un jour J, ça va être compensé, puis après, les besoins augmentant... Ça ne sera jamais compensé. Ça ne va jamais être compensé, c'est une arnaque. Et donc, mais la taxe foncière, quand vous voulez justement diminuer, là, on va augmenter la taxe foncière. C'est l'arnaque, je vous dis. Parce que dans la taxe foncière, il y a la part communale, mais il y a la part des autres collectivités. Et c'est sur ça qu'on va prendre. Ce sont peut-être encore les propriétaires qui vont payer. Ce qui m'intéresse, c'est l'absolu qui est prélevé sur les contribuables. C'est ça, là. Ils ressentent qu'ils ont à claquer. De toute façon, les impôts vont augmenter parce que l'État ne donne pas les dotations qu'il faut. Et tout le monde le sait. Mais alors, quand on dit qu'on va supprimer les impôts, on va baisser les impôts, ça reste à voir. Donc, c'est un combat qu'il faut mener. Moi, je ne suis pas pour la hausse des impôts. Je suis justement pour ceux qui payent. Très bien. Voilà. Vous avez des capitalistes quand même, des points, tout ça. Est-ce qu'ils payent à la hauteur de ce qu'ils devraient payer? Mais ils ont des cautions politiques que sont aujourd'hui les soutiens de Macron. Il faut avoir cette lucidité. Merci. On va recentrer sur Excellence. Ils ont le soutien de Macron justement pour payer le moins en moins d'impôts et pour diminuer sur la position des amis qui est dominante, quasi hégémonique. Donc, vous conservez le pouvoir. Donc, vous passez la présidence, vous la gardez. Quelle est la stratégie? La position des abîmes, de par son poids démographique, est ce qu'elle est. Pour autant, en 2009, lors de la création de Cap Excellence, Éric Jalton aurait pu faire asseoir son poids hégémonique, comme vous le dites. Il a su discuter avec Jacques Bangou, qui avait déjà une expérience en tant que maire. Lui venait d'être élu à la tête de la ville des Abîmes, et d'un commun accord, ils se sont entendus. Il lui a concédé la première présidence de Cap Excellence, et ils se sont mis d'accord, puisque c'était les deux maires de l'époque, sur une présidence tournante. Pour parler de BMAO n'a jamais souhaité intégrer Cap Excellence. On ne va pas refaire l'histoire. Donc aujourd'hui, pour autant, BMAO prend toute sa part dans le développement de Cap Excellence, puisque c'est effectivement une gestion équilibrée où il y a une répartition équitable en termes de projets sur l'ensemble des communes. Vous respectez? Absolument. Et en revanche, pour ce qui est de la présidence, que prévoit le législateur? N'importe quel conseiller communautaire qui sera élu dimanche 15 mars peut prétendre à la présidence, les abîmes compris. Personnellement, ça vous intéresserait, vous? Nous en discuterons, puisque ça se passe comme ça dans la famille Frappe. Nous en discuterons, et si toutefois... si on vous le propose pourquoi pas? C'est des équipes autour. Hein. Il y a une ingénierie à Cap Excellence, un DGS, des directeurs généraux adjoints. Bref, c'est toute une équipe qui doit mettre en musique la politique de Cap Excellence. Donc, nous en discuterons et ensemble, en tout cas, le meilleur profil se dégagera. Nous allons poursuivre avec les équipements sportifs et culturels. Est-ce que vous avez le sentiment que les collectivités abîmiennes aujourd'hui répondent suffisamment aux attentes des sportifs et des jeunes et de la culture d'une façon générale dans la population abîmienne? Absolument. Nous accompagnons les associations sportives, même quand leurs présidents nous font de la mauvaise propagande en disant que nous ne les aidons pas. Quand on aide une association, on n'aide pas le président. On aide avant tout les enfants, les licenciés, les parents qui s'investissent chaque jour pour emmener leurs enfants aux abords des terrains de foot, aux abords des terrains de basket. Bref, pour ceux qui pratiquent le cyclisme, nous accompagnons fortement les associations sportives et culturelles. Et quand on entend certains dire qu'on ne fait que des fêtes, mais c'est à travers justement ce type d'organisation culturelle que ceux qui vivent de la culture peuvent prendre leur part aussi. De la personne qui vend les cacahuètes jusqu'à celui qui vend le cinnobol et les donkey et j'en passe, chaque fois qu'il y a une organisation sur le territoire, ces personnes-là, ça leur permet de vivre. Et beaucoup de ces personnes-là ont eu à
accompagner leurs enfants à faire des études avec ces moyens-là. Donc, le développement du territoire en termes d'infrastructures, alors, je l'ai dit en propos liminaire, il fallait rénover. Ça dérange. Mais moi, j'ai été judoka compétiteur. J'ai eu à faire des compétitions à l'ancienne MJC des Abîmes. On s'entraînait sous le stade. Donc, les sportifs d'aujourd'hui disposent d'infrastructures qui sont dignes de ce nom, ce qu'on n'a pas connu à mon époque. Et pour autant, les résultats étaient là. Et quand j'entends parler de résultats sportifs, le maire des Abîmes crée les conditions pour permettre aux entraîneurs, aux présidents de clubs d'avoir les moyens pour obtenir des résultats. Mais ce n'est pas le maire des Abîmes qui est le coach des clubs abîmiens. Donc, si toutefois ils ont besoin d'une aide pour les aider dans la formation de leur cadre, eh bien, nous allons répondre à cette demande. Mais aujourd'hui, il ne faut pas qu'on aille nous faire porter le chapeau des bons résultats des sportifs abîmiens. Voilà, une réaction, peut-être M. Jacobi. Alors, concernant l'aspect associatif, il faut reconnaître qu'il y a une désimplication un peu générale, il y a une rupture de la jeunesse dans tous les domaines d'ailleurs, donc dans le domaine de la formation, de l'insertion, et y compris ça se retrouve aussi au niveau du sport. Donc ça c'est un peu général. Ce qui est à regretter, c'est que trop souvent on a le sentiment que les subventions sont octroyées de manière clientéliste pour un peu asseoir une influence. Là, il faut, je crois, en tout cas pour ma part, que l'on finance sur la base de dossiers motivés, et non pas à la petite semaine, c'est-à-dire donc fonction qu'on règle une facture. Par exemple, c'est arrivé lorsque j'étais au conseil que l'on voit sur des montants conséquents, au moins 6 000, 7 000 euros, mais payant 7-6 fois, etc., si au gré de la consommation d'une association sur des fêtes boire et manger. Donc la commune prend en charge, etc. Donc on s'amuse avec ça, c'est-à-dire. Donc en gros, on distrait le peuple tout le temps. Donc il faut sortir de cela. Et sur la base de projets, je dis bien de projets motivés sérieusement, que l'on finance et qu'il y ait des contrats d'objectifs, évaluation, etc. Bref, c'est ainsi qu'on doit faire avancer la chose. Et non pas qu'on se targue d'octroyer des masses financières, mais sans résultat, mais qui ont pour but, c'est-à-dire donc, il l'a exprimé, même si des responsables d'associations nous font de la mauvaise publicité, etc. Les gens sont libres d'opinion. Peu importe, l'argent public. Vous évoquez des choses qui sont antérieures à cette mandature. L'argent public. En 2008, M. Francillon, les choses ont évolué. Les contrats d'objectifs mais si les associations restent libres, les présidents doivent rester libres et non pas être assujettis à qui que ce soit. Alors, Olivier Svas, pour ce qui est de l'équipement, est-ce que la ville est suffisamment dotée ou encore aux moyens, aux associations? Est-ce que là, la ville assure, selon vous? Voilà, donc vous avez posé une question au sortant, et on parlait d'équipement, il a dit, mais non, mais on distribue de l'argent aux associations. Voilà. En fait, non, les équipements sportifs et culturels sont dans un état terrible. Prenons des exemples. Regardez le gymnase du Bourg des Abîmes. Il a plu aujourd'hui, le gymnase est inondé. Les personnes ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas devenir de grands champions de demain. D'ailleurs, l'argent est là. Il suffit de demander au ministère du Sport. Ils n'ont pas déposé le dossier. Prenons un autre exemple. Le terrain des Flyers au Rézé. Quand je vous parle d'équilibre du territoire, la rénovation urbaine du Rézé, ils sont très contents. Mais les Flyers au Rézé, ils ont 2 terrains, dont un qui n'est pas éclairé, l'autre qui est abîmé par des manifestations festives, et donc ça ne peut pas fonctionner. Prenons le Centre des Arts. Le Centre des Arts, c'est une catastrophe financière. On a commencé un chiffre, il a été multiplié par 2 par des avenants signés par le président Bangou, puis le président sortant Jalton. C'est inquiétant. Et d'ailleurs, je vous invite... On parlait d'équipement sur le territoire de la ville des Abîmes. Mais savez-vous que le sport est aujourd'hui la compétence de Cap Excellence, M. Danican? Donc, Cap Excellence... Le Centre des Arts et après, on parlait des Abîmes. Je vous dis que vous parlez des équipements sportifs. Donc c'est dans une logique des Abîmes. Non mais Monsieur Danican, il faut que je prenne le temps de dire que la compétence sport et culture a été transférée de la ville à Cap Excellence. Donc si vous parlez d'équipements sportifs de la ville, c'est nécessairement Cap Excellence dont on parle. Concluez parce que vous avez une large avance. C'est ça. Et donc je vous invite, Monsieur Nabajot, à remettre les dossiers à la région pour obtenir l'argent. C'est votre nouvelle trouvaille, ça. C'est votre nouvelle trouvaille. Vous savez comment ça se passe. J'ai fait 12 ans de région. Arrêtez de raconter n'importe quoi aux gens. Comment ça se passe pas comme ça. Comment ça se passe? Et donc, je vais vous répondre sur les Flyers. Il faut arrêter de raconter. Vous voyez, j'ai un colistier qui est frère d'une illustre basketteuse de la MJC des Abîmes. D'un commun accord avec ce club, nous avons différé la démolition.
c'est prévu que les deux, puisque ça a déjà été voté en conseil municipal, on n'est pas en retard. Il y aura un super palais des sports qui va abriter les sports collectifs, qui va abriter les sports de combat. Donc, on n'a pas attendu sur vous pour pouvoir développer la ville des Abîmes. D'accord? Et ça, c'est tous les centres culturels, nous les avons rénovés. Le récent, là, c'est le complexe sportif de l'Aqua, parce qu'on a une forte demande des associations abîmiennes. Donc nous répondons précisément aux demandes des associations en mettant à disposition ces infrastructures pour les gens qui pratiquent de la danse, pour les gens qui pratiquent la batterie, et j'en passe. Donc arrêtez de distiller n'importe quoi, renseignez-vous avant de venir... Alors, je n'ai pas terminé. C'est juste pour équilibrer le temps de parole. Non, mais je termine parce qu'il m'a été interrompu. Je termine rapidement. Alors, concernant... C'est vraiment quelque chose très court. Très court. On parle de bilan et eux, ils parlent de projet. C'est nous qui avons des projets et vous avez un bilan à défendre. Et donc, je vous invite à remettre les dossiers à la région parce qu'on attend de vous financer concernant le Centre des Arts. Il manque toute une liste de dossiers. Alors, s'il vous plaît, vous avez des conseillers régionaux dans votre équipe, faites le travail. Non, allez-y, monsieur. Alors moi, j'écoute ses amis donc se chamailler un peu. C'est bon, vérité. Mais ce que je relève, il faut une vision politique pour justement recréer la confiance. Parce que là, c'est le sauve qui peut, justement. C'est ça le problème, le sauve qui peut. Il y a pas de... Si quelqu'un n'est pas inséré socialement, il ne peut pas être équilibré réellement pour s'impliquer dans une activité associative, réussir, avoir une projection. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas dans un environnement sain où les parents sont dans une sérénité, cette personne est de fait en précarité. Donc c'est un raisonnement global et systémique qu'il faut avoir. Et qu'on le veuille pas, on est obligé de revenir aux ponctions faites, aux charges qui pèsent sur le fonctionnement économique, qui pèsent sur la consommation, que ce soit les taxes indirectes ou directes. Et je relève que M. Servat, donc, je ne sais pas si vous découvrez un peu cette nécessité de baisser les impôts, mais tout votre parcours et le gouvernement auquel vous appartenez... Je ne suis pas au gouvernement. Non, je ne suis pas au gouvernement. Je dis vous appartenez. Je sais bien... Comme M. Nabajotte. Pourquoi je dis... je suis pas pourquoi je dis... Pourquoi je dis au gouvernement... Ça a changé. Parce que vous me l'avez pris avec vos amis de Guadeloupe, je vous l'ai conseillé. Maintenant, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous êtes au gouvernement... Vous êtes en marche. Au gouvernement. Vous êtes des adhérents toujours, hein? Mais ils ne veulent pas me radier. Alors, allez-y, s'il vous plaît. Laissez finir, monsieur Jacobi. Allez-y, terminez. Poursuivez, monsieur Jacobi. Oui, permettez, vous êtes proche du gouvernement, c'est-à-dire le président. Je considère quasiment que vous êtes dans le sérail. Donc, y compris monsieur Labajotte qui s'est battu à certain moment pour avoir le droit de diriger la campagne de Macron en Guadeloupe. Donc, vous êtes dans le sérail. Vous êtes dans le sérail. Pour parler, vous avez publié une photo de Macron et moi autour de Guyane datant de 2015 où j'étais président de la commission sport, conseil régional. Voilà votre axe. Voilà l'un des axes de votre projet. Monsieur Francis. On va y arriver. Vous aurez 4 secondes pour conclure, monsieur. On va y arriver. Si vous continuez. On va y arriver. C'est-à-dire, comment puissiez-vous, c'est-à-dire donc, inverser votre logiciel et parler de baisse d'impôts aujourd'hui. Parce que c'est-à-dire que la suppression de l'abattement fiscal, vous avez été en tout cas chargé de faire le service après-vente de ce projet un peu bizarre, en tout cas qui coupe-gorge. La baisse de la CSG sur les retraites, la hausse de la CSG, pardon, qui crée une baisse de revenus pour les retraités, c'est un problème. La question du chlordécone, vous êtes battu, en tout cas vous avez essayé pour la prise en charge de toutes les démarches inhérentes au traitement de cette question. Et malheureusement, la réponse du gouvernement était de vous dire donc ça ne sera qu'une prise en charge des victimes encore vivantes. Des victimes encore vivantes. Bon, on ne peut pas prendre les victimes mortes. Hein. Non, oui, mais il y a un préjudice quand même. Hein. Il y a un préjudice. Il y a un préjudice, c'est-à-dire pour la famille, etc. Et même, il y a encore des gens qui sont là. Et nous sommes des victimes potentielles. Hein. Bon, et je m'entends. Et la réponse du gouvernement, ça a été de vous ignorer sur cela, carrément. Non, c'est faux. Concluez, M. Kouali, pour équilibrer le temps de parole. Allez-y. Il y a lieu... Alors, aujourd'hui, on ne peut pas découvrir une question, parce que nous avons eu cette conviction depuis 2015 qu'il fallait, c'est-à-dire ferrailler dessus, et autant préférer l'original à une copie
parle. Alors, Très bien, très bien. Alors, on fait un point. Je vais vous poser la parole, madame. On fait un point. Alors, monsieur Servat, vous êtes à 24-17, monsieur Nabajot à 24 et monsieur Francione, vous êtes à 24-20. Donc là, vous avez 3 minutes à rattraper. Allez-y, vous êtes madame. Juste avant de conclure. Allez-y. Allez-y. Non, c'est-à-dire que je voulais aller. Ce que disait M. Jacobico Ali, décidément, Monsieur Jacobico Ali, concernant justement cette politique de Macron sur le problème du chlordécone, parce que bon, j'ai entendu M. Servat dire que bon, le problème du chlordécone, il a réglé. Jamais dit ça. J'ai vu la vidéo. Enfin bon, bref. Il faut quand même reconnaître. Non, parce que l'État a dit qu'il va reconnaître en maladie professionnelle. Et encore, le président, qui n'est pas médecin, déclare que c'est pas lié. Enfin bon, moi, je côtoie des travailleurs, des ouvriers agricoles. Dont une, justement. Qu'est-ce que les gouvernements précédents ont fait? Ils n'ont rien fait, mais c'est parce que pourquoi le problème finalement on en parle et pourquoi maintenant on essaie d'en parler, de régler le problème? Pourquoi? Parce que les ouvriers agricoles n'ont pas cessé de lutter, de se battre pour faire reconnaître leurs droits. Sinon, vous croyez que M. Macron, il aurait pris ce problème à bras-le-corps? Ça fait des années. Bon, il n'y a pas que les ouvriers agricoles. Alors, sur les équipements sportifs, Madame Diacoc, parce que là, les travailleurs, les chômeurs sont concernés. On est d'accord. Mais j'avais pas fini mon raisonnement. Donc, je disais qu'il y avait ce problème de chlordécone qui n'est pas réglé. Il y a cette politique de réforme des retraites que personnellement que je combats. Moi, j'ai participé à toutes les mobilisations contre cette réforme des retraites et qui vise à appauvrir encore la population. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord avec l'utilisation du 49.3. Je dénonce ce déni de démocratie. Je l'ai dit hier. Vous l'avez dit. Je l'ai dit hier. Contre le 49.3. D'accord. Ça n'a pas été dénoncé de façon... je n'ai pas entendu. Mais je le dis là. Je le dis là. Ah oui, mais bon. Il fallait le dire au moment. Mais non, c'est pas l'Assemblée que ça se dit devant le public. Donc, c'est les équipements sportifs. Oui, c'est les équipements sportifs. Il y a à faire, bien sûr, on a parlé du gymnase du Bourg, tout ça, qui doivent être rénovés. Bon, ben, il faudra que les gens se battent pour obtenir ces équipements qui sont nécessaires à leur épanouissement. Puisque de toute façon, pour moi, tout ce qui est sport, culture, tout ça, ça va être développé. Mais c'est toujours ce problème de l'argent qui fait que... Alors, on est obligé de faire des priorités. Donc, on fait là, mais on ne fait pas, on n'a pas les moyens de faire tout. Donc, il y a des capitalistes qui sont aux abîmes, comme les Despointes et autres, qui devraient être plus sollicités. C'est ça que moi je dis. Merci. Voilà. Vous avez rattrapé votre temps maintenant. Voilà. Merci. L'heure de la conclusion est à... Alors, l'heure de la conclusion, vous êtes tous à peu près à 24 minutes. Alors, on va passer d'abord à M. Olivier Servat. Vous avez 1 minute pour nous dire pourquoi les Abîmiens devraient voter pour vous dimanche. Parce que les Abîmes méritent d'être plus unis entre le bourg et la campagne. Imaginez un boulevard qui part du rond-point Miquel, qui continue, qui dépasse Vieux-Bourg et qui va vers le Crêpes, qui dépasse le bourg, qui va vers Bois-Ripaud et qui va jusqu'à Beauceredon. Eh bien, ce boulevard, il doit être multimodal, avec des bus à haute qualité de service, de circulation facilitée, avec des pistes cyclables, avec partout des commerces pour recréer de l'activité économique et de l'emploi, avec donc des impôts qui vont baisser parce qu'on a une base fiscale beaucoup plus large et surtout avec un espace où il n'y a plus de zones blanches. Voilà ce que nous voulons pour les abîmes. Nous voulons une abîme qui puisse finalement avoir du tourisme vert, avoir du tourisme d'affaires et avoir du tourisme de santé parce que nous avons des équipements structurants. Nous imaginons Belle-Plaine avec des personnes qui vont se réinstaller aux abîmes et qui vont pouvoir devenir des abîmiers à part entière et remettre en place la démographie aux abîmes. Merci, M. Servat. C'est à vous-même l'exercice pour conclure, M. Nabajot. 1 minute. Les élections du 15 mars concernent le choix d'une liste et non d'un seul homme. Nous souhaitons continuer le changement sur la base du projet de mandature en développant des espaces de solidarité et d'emploi. Poursuivre les actions de la transition écologique, amplifier le rayonnement sportif et culturel, soit une équipe expérimentée, soudée, renouvelée, riche de la diversité de ses compétences avec un leader visionnaire, protecteur de sa population. C'est le seul élu de Guadeloupe à avoir alerté avec insistance dès le 24 février les autorités sur le risque sanitaire du Covid-19.
Un homme qui aime sa ville et ses habitants, qui aime son peuple et qui demeure humaniste par-dessus tout. Nous avons un bon maire, nous le gardons pour continuer le changement des abîmes vers l'excellence. Monsieur Jacobi Kouali, 1 minute. Oui, alors il nous faut maîtriser. C'est un système, tout est lié, en lien avec la région, avec le département, l'État, mais surtout, c'est-à-dire sous l'égide et l'impulsion, avec la légitimité que confère le peuple au maire des abîmes, impulser, ouvrir toutes les portes pour que justement que les contribuables, c'est-à-dire aient de quoi vivre mieux, pour le pouvoir d'achat des uns et des autres, pour que l'économie, c'est-à-dire reprenne, soit redynamisée. Et naturellement, ça relève des équipements. La requalification de la RN5 de Mickaël aux 4 chemins est déjà prévue dans le cadre de la rénovation urbaine. C'est une nécessité, ça relève de l'équipement. Il faut qu'on aille vers cela. Mais surtout, que les citoyens comprennent très bien que le système va au-delà de l'élection municipale. C'est en tout cas, des influences nationales qui impactent cette élection. Donc, les macroniens doivent être chassés de cette élection. Merci. Madame Danielle Diacoque, c'est à vous de conclure. Vous avez 1 minute pour tenter de convaincre les abîmiens. Je dirais que chaque candidat vous dira qu'il fera mieux que le précédent. Mais dans une société d'exploitation et d'oppression, il ne peut y avoir de petit paradis local. Et l'amélioration durable pour les classes populaires ne peut être obtenue que par la lutte et la mobilisation collective des exploités. Alors moi, je demande aux travailleurs de rejoindre notre combat pour se débarrasser de ces exploiteurs. Et je m'adresse aux travailleurs des abîmes, aux petits artisans, petits commerçants, petits agriculteurs, infirmiers, libéraux. Et je leur dis, vous qui en avez assez de l'exploitation, d'une vie de misère avec des petits salaires ou des retraites de misère qui font à peine 600 €, je vous invite à voter pour la seule liste qui veut faire entendre le camp des travailleurs. Je vous invite à voter pour la liste Combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs, conduite par moi-même et par Jean-Claude Ferriot, qui est un travailleur du commerce. Et donc le 15 mars, j'invite les travailleurs à envoyer au conseil municipal des femmes et des hommes du camp des travailleurs. Voilà, merci madame, merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir participé à ce débat pour les municipales aux abîmes. Le verdict, bien sûr, on le sait, et pour les 32 communes de la Guadeloupe, ce sera dimanche soir, aux environs peut-être de 20h, 21h pour les abîmes, parce que vous avez de nombreux bureaux. Alors, merci encore. Claude Danican, déjà demain matin, un premier rendez-vous politique. En radio et télé également, la grande interview à 6h15. Je vois comme invité Michel Gédéon, le président de la FAPEG. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, journée spéciale élection municipale dimanche avec nos rendez-vous en télévision. D'abord en télévision, donc 13h, 18h et 19h pour la soirée, la grande soirée électorale. Je serai d'ailleurs avec vous, Claude Danican, et puis en radio également. Alors radio, télé et Internet, les radios dès 8h pour déjà le pouce avec sur le les terrain. Rendez-vous à 10h, 13h, 16h et puis 18h et puis sur Internet bien sûr pour suivre cette élection sur Guadeloupe, la première, la chaîne spéciale élection municipale. Passez une bonne soirée sur Guadeloupe, la première bien sûr.